C'est C'est parti, bon. Jean-Pierre. Mmh. Bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas d'être présents ce soir. Je suis très heureux de vous retrouver en tant que co-directeur de l'espace de réflexion éthique et médecin et chef de service en médecine intensive réanimation. Alors, je vais animer ce webinaire qui s'appelle «La souffrance des soignants, l'affaire de tous». Je présenterai les personnes que vous voyez en visuel là. Et puis, je remercie Marie-Elisabeth Maugan qui organise avec moi, donc vous voyez sur l'écran, au sein de l'espace de réflexion éthique, qui a coordonné avec moi le webinaire. Et puis, Cécile Cornet qui est également là, qui va nous aider à répondre aux questions. Et puis Mireille Kerlan, avec qui on a organisé ce webinaire, mais qui a des problèmes de connexion, mais pour lequel on va essayer d'être réactif concernant les réponses et puis essayer de solliciter au maximum le débat concernant cette souffrance des soignants. Alors, ce webinaire est organisé par l'Espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté. Alors, c'est une structure qui est adossée aux établissements de santé et aux universités au niveau Bourgogne-Franche-Comté. Alors, l'Espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté a l'habitude de sensibiliser, d'organiser des débats publics concernant les problématiques éthiques dans le domaine de la santé, dans le domaine du soin de façon très, très large, et on le reverra tout à l'heure. Et l'idée, comme on l'a vécu depuis la crise sanitaire, ces webinaires, c'est aussi l'occasion de discuter, d'échanger autour de problématiques de terrain. Et en l'occurrence, ce soir, le débat s'orientera sur la souffrance des soignants, ou en tout cas la souffrance des soignants et tous ceux qui participent ou qui aident aux soins. Et ça, j'y tiens, parce qu'il n'y a pas que les soignants, mais aussi toute l'organisation qui est autour du soin. Alors, comme c'était mis juste à côté, ce qui diffuse, il y a eu le doc éthique qui a été réalisé, managé, coordonné par Marie-Elisabeth Maugan. Donc, on a participé, mais c'est Marie-Elisabeth qui avait pris l'initiative de cette problématique, qui est une vraie problématique, et on va échanger bien évidemment ce soir autour de ce débat. C'était publié le 2 mars sur le site de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on détaillera un tout petit peu l'affiche avec une intervention très, très courte. Au cours de ces 1h30, on ne terminera pas plus tard que 19h, puisque les débats, les webinaires, on essaie d'être calés en tout cas sur des horaires et pas les dépasser. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes avec qui on a répété un petit peu ce webinaire. Moi, je découvre en tout cas pour Madame Claire Tarnier, qui travaille au CHU maintenant depuis quelques mois, mais on n'avait pas eu l'occasion en tout cas de se rencontrer, qui est juriste au CHU de Dijon, qui est en charge du droit des patients. Merci beaucoup, Madame Tarnier. Et puis le docteur Éric Henry, qui est président de l'association Soins aux professionnels de la santé. Donc, il nous en dira un petit peu plus sur son association, mais j'ai eu l'occasion de la découvrir à l'occasion de notre précédente intervention commune, mais à détailler un petit peu plus l'association peut-être à la fin. Pour pas perdre plus de temps, Marie-Elisabeth a diffusé un petit peu quelques données, quelques chiffres sur la souffrance des soignants. Alors, ça dépend comment on regarde, à quel moment on regarde cette souffrance. C'est quelque chose qui est quand même avec un pourcentage relativement élevé. Là, c'est noté 33%. Bon, ça dépend des moments, bien évidemment, de l'année, des endroits où on mesure et peut-être des établissements dans lesquels on mesure, mais c'est une vraie problématique pour lequel c'est important en tout cas de la mettre en avant, puis on est très content en tout cas au sein de l'espace de réflexion éthique de la mettre en avant, et ça aboutira, mais on aura l'occasion de le dire, à un colloque l'an prochain, un colloque en présentiel qui sera organisé et coordonné avec l'Agence régionale de santé concernant la souffrance des soignants. On n'a pas encore le titre, Marie-Elisabeth, en tête. En tout cas, ce sera l'occasion d'un colloque. Donc, on va organiser plusieurs webinaires comme ça dans les prochains mois. On parlera de la qualité de vie au travail, aussi de l'attractivité, qui font aussi partie de cette amélioration, peut-être la diminution de la souffrance rencontrée par les soignants. Donc, merci tout d'abord aux intervenants, Mme Tarnier et Dr Henry, pour leur présence. Je vais peut-être te laisser la parole, Marie-Elisabeth. On va commencer par un témoignage d'une infirmière en retraite. On devait diffuser en audio, mais on sait qu'effectivement, la technique nous lâche de temps en temps. Donc, c'est Marie-Elisabeth qui va lire ce témoignage, qui est une bonne introduction, en tout cas, à ce qu'on peut vivre, ressentir et parfois partager avec nos collègues et parfois confrères ou membres de l'équipe en termes de souffrance au travail. Je
te laisse la parole, Marie-Elisabeth. Merci Jean-Pierre. Bonsoir à tous. Voici donc le témoignage de cette infirmière nouvellement retraitée. Dites-nous comment vous vous êtes aperçu que vous glissiez vers un burn-out. J'ai d'abord été épuisée physiquement, mais je trouvais cela normal à force de courir dans les couloirs, porter des charges lourdes, supporter l'alternance d'horaires ou revenir sur des jours de congé pour remplacer au pied levé une collègue absente. Mais j'étais surtout en souffrance car je n'étais pas en accord avec mes valeurs du soin. Je faisais des actes à la chaîne, je n'avais pas le temps pour le relationnel, je me trouvais maltraitante. J'avais également le sentiment que mes compétences et la personne que je suis n'étaient ni reconnues ni valorisées. J'ai acquis de bonnes connaissances dans les différents services où j'ai travaillé auparavant. Et lors d'événements particuliers et difficiles que j'avais surmontés avec professionnalisme, plutôt que de récolter, si ce n'est des félicitations, au moins du soutien, j'ai reçu des reproches pour des choses qui me paraissaient insignifiantes au regard de la façon dont j'avais géré les situations. Tous ces éléments provoquaient en moi comme des brèches, des blessures qui ne se refermaient pas et s'accumulaient. Mon corps a commencé à m'envoyer des signaux, un eczéma de stress les jours de travail, une gêne à la base du cou, puis des douleurs thoraciques. J'ai enchaîné les rendez-vous, les examens, mais je continue à les ignorer comme des alertes. C'est alors que d'autres situations significatives se sont succédées. Mes troubles du sommeil se sont aggravés, je ne faisais plus une seule nuit réparatrice. Je me réveillais plusieurs fois avec la boule au ventre, angoissée et en sueur. Il a alors suffi d'une erreur lors d'un acte que j'avais délégué et une phrase « c'est de la responsabilité de l'infirmière » pour que tout bascule, pour que la culpabilité soit trop lourde à porter. J'ai accepté l'arrêt de travail que mon médecin m'avait proposé la veille alors que j'avais refusé auparavant. Comment se passait dans cette période votre relation aux patients? Est-ce que vos échanges avec eux ont pu vous aider à réaliser que ça n'allait pas? J'étais devenue perfectionniste, alors je courais sans cesse, après le temps qui filait, quand, à contrario, celui des personnes âgées s'égrène lentement. Lorsque je posais une question en chambre, la réponse me parvenait dans le couloir. Et pourtant, à chaque médicament donné, je concédais une petite phrase personnalisée pour humaniser mes actes effectués à la chaîne. Pour redonner du sens à mes actions et du souffle à ma carrière, je me suis lancée dans une formation en éthique clinique. Je revenais de cours pleine d'espoir et avec l'envie de tout changer, mais l'écart entre mon idéal et ma réalité se creusait de façon vertigineuse. D'empathique, je me transformais en éponge. J'absorbais la souffrance des autres, aussi bien des collègues que patients. Je ne prenais plus la distance nécessaire et je pleurais souvent. Je n'étais plus capable de supporter la charge émotionnelle liée à la prise en soin des personnes dont je m'occupais. Ces personnes sont parfois atteintes de troubles cognitifs qui peuvent être sévères, avec des troubles comportementaux tels que l'agressivité verbale, voire physique. Même les accompagnements de fin de vie devenaient difficiles. Je prenais tout trop à cœur, tout me touchait personnellement. Comment avez-vous affronté le diagnostic de burn-out et votre arrêt et comment avez-vous repris le chemin du travail suite à cela? Dans un premier temps, avec culpabilité vis-à-vis de mes collègues qui allaient subir les répercussions de mon arrêt de travail. Et puis, j'ai dû affronter le regard de mes proches qui n'avaient rien vu venir puisqu'à la maison, je ne parlais pas de mes difficultés au travail. Je tentais tant bien que mal de poursuivre mon rôle de femme et de mère. Chez moi, je ne m'autorisais pas à parler de ce que je vivais, tant pour préserver le secret professionnel que pour ne pas être confrontée à leur incompréhension et peut-être pour protéger mon espace intime alors que le travail empiétait déjà trop sur ma vie personnelle. J'ai profité de mon arrêt de travail pour me mettre à l'écriture, ce qui m'a redonné confiance en moi et qui m'a valorisée. J'ai souhaité remettre le pied à l'étrier assez rapidement, car j'avais la conviction que plus je laisserais le temps s'écouler, moins je serais en capacité d'y retourner. J'ai bénéficié d'un changement de service, j'étais encore fragile, l'équilibre était très précaire. Je sentais que je pouvais basculer à tout moment, mais je tentais de me reconstruire petit à petit, pas à pas. Puis j'ai enchaîné un accident de travail, le Covid et enfin une fracture de cheville. Là, j'ai définitivement été contrainte de m'arrêter pour me reposer. Après ce nouvel arrêt de plusieurs mois, je suis retournée au travail plus apaisée, toujours consciencieuse, mais déléguant plus volontiers. Je suis presque redevenue la personne que j'étais avant, l'infirmière empathique et sensible, mais moins impliquée affectivement. Je dis presque parce que je ne pense pas ne jamais pouvoir guérir complètement de ce burn-out.
Merci Marie-Elisabeth de la lecture de ce témoignage, pour lequel effectivement il y a beaucoup d'éléments qu'on va rediscuter bien évidemment avec le docteur Henry. Alors je ne sais pas si j'avais fait totalement la présentation de Mireille, puisque je la vois juste, mais son écran est fermé. Elle est membre, Mireille, du Conseil d'orientation de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté, puis orthophoniste libérale retraitée. Voilà. Je n'avais peut-être pas été jusqu'au bout de ma pensée tout à l'heure. Donc, j'en profite pour corriger un petit peu le tir, parce qu'on a préparé ce webinaire ensemble. Peut-être enchaîner, hein, comme c'était organisé avec la première partie de la doc éthique, et puis après, on verra pour les questions-réponses avec nos intervenants. Très bien. Alors, tout d'abord, nous allons nous intéresser aux soignants en souffrance. Le SEPS, donc c'est comme ça que l'on résume le terme de syndrome d'épuisement des professionnels de santé, est une forme typée de burn-out, plus spécifique au monde du soin. Plusieurs définitions du SEPS cohabitent dans la littérature. La plus courante consiste à le définir par ces 3 caractéristiques que vous voyez à l'écran: l'épuisement professionnel, la perte du sens et de l'accomplissement de soi au travail, et la déshumanisation de la relation à l'autre, qui est une composante propre aux professionnels aidants. 5 grands facteurs de risque peuvent être à l'origine de cette souffrance mentale. Affiché, vous avez les facteurs liés au soignant lui-même, ceux liés au type de travail, celui lié à la charge de travail de son organisation, les facteurs liés au management, et enfin ceux liés aux relations interprofessionnelles de l'équipe. Seul le premier de ces critères dépend exclusivement du soignant, ce qui signifie que les 4 autres sont avant tout liés au travail lui-même et à l'organisation de ce travail. On peut ainsi en déduire que le travail des soignants les fragilise. Alors, qu'en est-il des étudiants futurs professionnels de santé? Le 27 octobre 2021, une enquête alarmante révélait que 75% des futurs médecins montrent des symptômes anxieux, 39% des symptômes dépressifs et 19% des idées suicidaires. D'autres études renvoient à des constats similaires chez les étudiants des autres professions de santé. L'étudiant en immersion dans les services apprend des observations qu'il fait et se questionne sur les pratiques qu'il voit au quotidien. L'écart entre la représentation bienveillante du soin, respectueux qu'il possède, et la réalité du terrain peut être très difficile et amener à une perte de sens dès les études. Combien de formateurs atteints de SEPS font la démonstration d'une profession dégradée auprès des étudiants sans le savoir? Quel modèle du soin et du métier transmettent-ils à la jeunesse? Est-il souhaitable que le professionnel se questionne sur sa pratique? S'il est souhaitable que le professionnel se questionne sur sa pratique et sur le modèle de soins qu'il veut transmettre aux prochaines générations de soignants, une réflexion plus générale reste à mener. Alors, qu'en est-il des libéraux? L'exercice même du libéral majore le risque de la survenue d'un SEPS comparé à un exercice salarié, comme a pu être démontré dans certaines études, notamment chez les masseurs-kinésithérapeutes. Le libéral offre plus de liberté dans l'exercice de son travail, mais il est souvent décrit par sa charge de travail importante et ses tâches administratives toujours croissantes. Évolution rapide des connaissances, crainte de l'erreur médicale, déséquilibre entre conditions de travail et ressources, le personnel libéral peut rapidement se retrouver fragilisé. Ceux travaillant seuls ont un risque encore accru comparé à ceux qui travaillent en équipe. S'associer permet de pallier à la solitude, échanger entre professionnels, diviser les charges de travail et s'organiser pour les permanences et les vacances. En plus de travailler seul, les demandes excessives des patients ou des familles, le contexte de visite à domicile, les difficultés de transport, les problématiques liées aux déserts médicaux et le manque de soignants fragilisent la majorité des esprits des libéraux. Si la condition libérale entraîne de facto une hausse de risque de SEPS, comment ne pas interroger le contexte réglementaire imposé aux professionnels libéraux et la quantité des professionnels sur le territoire? Au vu des statistiques et des chiffres, comment encourager les étudiants à choisir la voie du libéral sans penser à leurs conditions de travail si celles-ci n'évoluent pas? Enfin, nous allons nous demander quel est le problème, quelles sont les problématiques éthiques pour le soignant en lui-même d'être souffrant. Avant même qu'il entre dans la chambre du patient, est-ce que c'est un problème? Le soignant est-il dans la nécessité de prendre soin de lui-même afin de bien prendre en charge les autres?
Quelle image renvoie-t-il de lui-même lorsqu'il fait passer la santé des autres avant la sienne? Quels sont les mécanismes personnels et de groupe qui retardent la prise de conscience de leurs pratiques déshumanisantes et comment les aider à le réaliser de manière bienveillante? La prise de conscience d'être maltraitant dans sa pratique professionnelle donne naissance à une souffrance éthique. Elle résulte non pas d'un mal subi par le sujet, mais de celle qu'il peut éprouver de commettre du fait de son travail, des actes qu'il réprouve moralement. En d'autres termes, il se pourrait que faire le mal, c'est-à-dire infliger à autrui une souffrance indue, occasionne aussi une souffrance à celui qui l'a fait dans le cadre du travail. Avec 4 sur 5 des facteurs de risque qui ne dépendent pas du soignant, dans quelle mesure le soignant n'exerce-t-il pas un métier dont le contexte actuel de la pratique l'induit à souffrir? Le professionnel en souffrance peut-il articuler sa souffrance personnelle avec celle du patient qu'il prend en charge? Ou le soignant doit-il placer le curseur entre idéal professionnel, d'investissement de soi et de présence à autrui, avec l'autoconservation de sa santé et de son intégrité mentale? C'est tout bon, Marie-Elisabeth. Eh bien, tu as bien lancé le débat, entre guillemets. Alors, vous savez, quand on regarde ce que tu as lu tout à l'heure, hein, du témoignage avec la notion d'épuisement émotionnel, la perte de sens, de l'accomplissement, de la déshumanisation, on retrouve effectivement ces éléments-là, hein, qu'on retrouve pas que chez les soignants, bien évidemment, mais le soin fait partie effectivement des éléments pour lesquels c'est assez prégnant. Et puis y compris la notion de maltraitance ou d'être maltraitant. Donc, c'est vrai des questions qui se posent. Alors, peut-être, docteur Henry, je vais vous laisser la parole, hein, concernant cette souffrance que vous recueillez, hein, au sein de votre association. Vous recueillez quotidiennement et par tout corps et tout type de métier, d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous relater un petit peu votre expérience concernant cette souffrance des soignants, puis peut-être la manière dont vous l'évaluez, vous, peut-être pas forcément avec les échelles classiques, hein, comme ça a été dit, comment vous faites au quotidien pour les évaluer, puis voir peut-être la gravité, les hiérarchiser, parce qu'il y a aussi une notion de priorité, je pense. Alors, il faut déjà rappeler, bonjour d'abord, bonjour à tous. Donc, Éric Henry, je suis d'abord un médecin généraliste, je suis un fils de suicidé de l'Éducation nationale, et c'est cette démarche qui m'a amené, quand j'ai été médecin, à un moment me poser la question de pourquoi je souffrais dans mon travail et d'où ça venait. Donc d'abord, il faut reprendre à la base nos études. En fait, nous avons été formés à conquérir nos études et à éliminer ce qui était autour de nous pour réussir dans cette profession. Déjà, on a trié des gens qui sont des loups et qui sont rentrés dans la bergerie. Donc ces loups travaillent d'abord tout seuls, accompagnés d'autres soignants, et ces autres soignants pensent peut-être que notre intelligence et le travail que nous avons fourni est une espèce de forme de référence. Et donc les études nous amènent peut-être, et la façon dont on a été trié, à emmener tout le monde avec nous dans cette démarche très intellectuelle et très auto-centrée, c'est-à-dire que quand on arrive, comment dire, comme étudiant, on est jeune, on a la puissance physique, on n'a peut-être pas tout le savoir de nos anciens, mais on a envie de batailler pour réussir. Et donc, c'est cette bataille pour réussir qui peut faire aussi que parfois, on emmène tout le monde dans le dérapage. Et ensuite, il y a autre chose. C'est quand même un métier qui touche avec la mort, avec la maladie, avec la souffrance. Ça, c'est un niveau d'impact qu'on n'a pas quand on démarre, qu'on découvre en cours de route. Et je pense qu'avec l'âge, plus l'âge passe et moins on accepte la souffrance de ne pas l'avoir. La sagesse nous amène quelque part à devenir de plus en plus empathique avec le métier et à écouter de plus en plus l'autre. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est plutôt sur des carrières un petit peu déjà bien lancées que le burn-out s'installe chez des gens. On l'a bien vu, l'infirmière pas loin de la retraite qui craque parce qu'elle a déjà tout donné et elle est vide. Elle est vide. Et ensuite, il y a aussi la restructuration de l'État. L'État a lancé depuis les années 2000 une restructuration complète du monde de la santé. Je rappelle qu'en 2000, elle a commencé à fermer les petits hôpitaux périphériques et rapatrier tous les petits blocs opératoires dans le grand bloc de la grande ville. Elle a fermé toutes les maternités qui étaient un petit peu loin et qui ne faisaient pas, selon certains chiffres, assez d'accouchements dans l'année, etc. Et cette restructuration à marche forcée a amené des gens à travailler dans des conditions qui n'étaient pas agréables. D'abord, ceux qu'on déplaçait d'un hôpital dans un autre, puis ensuite, dans l'hôpital, on a commencé à restructurer pour essayer d'avoir moins de personnel pour faire tourner, pour des raisons financières, parce que la santé a un coût, oui. Alors, est-ce que c'est un coût de dépense ou est-ce que c'est un coût d'investissement? C'est quand même la question à se poser, hein, surtout à l'heure actuelle. Et puis tout doucement, on est la pente descendant. On a bien vu avant le Covid tous ces services d'urgence qui disaient qu'ils n'avaient pas assez de personnel. Et puis le Covid est arrivé et a fait exploser le système. C'est-à-dire que la première année, tout le monde a tenu en 2020. La deuxième année, en 2021, tout le monde a tenu. Et fin 2021, tout le monde a craqué. Et on voit à l'heure actuelle que le système s'effondre, puisque comment dire, on a quand même
énormément de services d'urgence qui vont fermer cet été. Les hôpitaux n'arrivent plus à recruter d'infirmières et d'aides-soignantes pour faire tourner la boutique. Déjà pendant le Covid, au 4e fermeture, on n'arrivait pas à ouvrir assez de réa pour y mettre assez d'infirmiers parce qu'on n'en trouvait plus. Et en 2020, 10 000 infirmiers ont quitté la profession pour aller faire autre chose, mais pas de la santé, hein. Vendre des crêpes, faire des pizzas, ouvrir un maraîchage, etc., etc. Donc voilà un petit peu où on en est arrivé actuellement. Et nous, sur notre plateforme, tous les jours, on a une vingtaine de personnes qui nous appellent pour nous raconter qu'ils craquent, exactement ce qu'a raconté l'infirmière. Et moi, mon job dans cette plateforme, c'est qu'au niveau 4, parce qu'on a évalué les souffrances pour pouvoir en donner des chiffres à l'État, puisque avant que notre association SPS, soit professionnel de la santé en souffrance psychique, n'arrive, il n'y avait aucun chiffre sur la souffrance des soignants. Et c'est parce qu'on avait une plateforme en 2016 avec 2000 appels dans l'année qu'on a pu faire un premier camembert donnant la souffrance de chacun. Ensuite, en donnant la puissance, anxiété, dépression, épuisement professionnel, risque suicidaire et suicide imminent. Et ensuite, on a même pu donner les causes. Pourquoi ces gens-là étaient arrivés à ce niveau de douleur pour imaginer peut-être le suicide. Et moi, mon job, c'est d'empêcher que nos soignants se suicident, parce qu'un suicide, c'est un impact énorme sur un établissement déjà, sur la famille, et puis c'est tous ces enfants qui sont abandonnés par un parent qui est parti, et c'est des vies entières qui vont déraper à cause de cet acte. Donc voilà pourquoi le travail que nous menons doit être puissant et doit résoudre énormément de problèmes. Maintenant, il faut que ce numéro soit connu et utilisé. Merci beaucoup, Dr. Henry. Vous avez soulevé énormément, mais on a bien entendu effectivement tout ce que vous dites, hein. C'est assez frappant, puisque ce n'est pas simplement la relation aux soins et aux patients qui fait souffrir. On avait vu, c'est beaucoup plus global. Et on voit bien que la problématique, si elle était aussi simple que ça, l'idée vraiment, hein, cette souffrance aux soignants, ce n'est pas de stigmatiser les encadrants ou l'institution, parce que sinon, ce serait très raccourci comme débat. Ils le sont aussi, puisque nous avons des appels pour la plateforme qui s'occupent de tous les professionnels. Et j'ai même eu des grands cadres de grands hôpitaux qui ont appelé la plateforme, parce que ça va du haut en bas de la machine, hein. Ouais, c'est pour ça que c'est important de recentrer, parce qu'on vit, hein, moi, en tant que chef de service, des situations très, qui peuvent être conflictuelles au sein d'une équipe ou avec un encadrement, mais on voit que c'est au-delà de ça, et c'est bien le système de santé qu'il faut probablement, comme vous le dites, à repenser. Alors, je vais me servir effectivement de ce que vous dites, et puis on verra peut-être pour avancer après sur le fait effectivement que vous avez observé tout ça de manière un petit peu générale, et puis on verra probablement un tout petit peu plus tard, parce qu'il faudra essayer d'y apporter des réponses. Et je pense qu'effectivement, vous serez susceptible d'y apporter des réponses avec toutes les réflexions que vous avez en tête. Alors, est-ce que la fonction publique, en tout cas dans les établissements publics, on a la même chose que dans le privé? Ce que disait Marie-Elisabeth tout à l'heure, c'est probablement qu'on n'a pas les mêmes déterminants, puisqu'on n'a pas les mêmes objectifs. Est-ce que vous avez les mêmes souffrances, et des souffrances qui se ressemblent, qui sont différentes? Parce que les réponses seront forcément peut-être différentes pour les pouvoirs publics. Alors, nous, notre plateforme, c'est 85% des appels, ce sont des femmes. Et globalement, à 70% ou 80%, c'est du secteur salarié. Le monde libéral peut-être s'exprime moins, mais c'est toujours un rapport de quantité, puisque nous avons quand même énormément beaucoup plus de salariés, de soignants ou d'administratifs en salariés que dans le monde libéral. Ensuite, ce sont d'abord des infirmières et des aides-soignantes. Ce sont celles qui est en... Moi, je prends toujours ça au livre, hein. C'est la dernière qui est tout en bas qui est en premier. On a vu aussi dans les EHPAD, hein. Dans les EHPAD, elles ont crié avant tout le monde le risque que couraient les personnes âgées qui y vivaient, à tel point qu'on les a éliminées, c'est-à-dire pour qu'elles ne parlent pas et que ça n'ébruite pas. Ça, c'était déjà en 2020. Les aides-soignantes hospitalières, ce sont souvent des femmes, hein, qui font un poids de 60 kilos environ en moyenne, et qui vont soulever des gens qui en font beaucoup plus, et qui sont souvent seules dans la chambre, ou parfois qu'à deux, et qui n'ont pas forcément de matériel pour le faire. C'est un métier très physique. Elles sont usées physiquement avant d'être usées psychiquement. Et pour les infirmières, c'est souvent des cadences. Il faut aller vite. On n'a pas le temps de parler, alors qu'elles avaient vraiment envie de communiquer avec les patients. Et puis aussi, c'est des contrats qu'on passe avec elles où on les change de service suivant les besoins d'hôpital. C'est-à-dire qu'elles sont en pédiatrie, puis on va leur dire d'aller en cancéro, ensuite de passer dans un autre service des urgences, et elles ne sont pas formées à tous ces postes. Et pour elles, c'est hyper stressant que d'être comme un pion qu'on promène au sein de la structure. Donc, elles ont l'impression d'être
pas respectées dans leur travail, dans leur formation. Et puis quand elles disent non, j'y vais pas, on lui dit tu y vas quand même. Et ensuite, il y a des fameux calendriers à remplir. Et moi, je le vois en libéral, parce que je compare avec des calendriers qu'on remplit, nous, de garde sur des territoires. Les gens ont des listes et ensuite n'arrivent pas entre eux à les échanger. Il faut repasser par le système de tout en haut pour pouvoir arriver à organiser ses vacances. Et là, ça devient très difficile parce que dans l'organisation des calendriers, il y a une sensation de favoritisme. Quand on n'est pas transparent sur un calendrier et qu'on ne sait pas comment il fonctionne, eh bien, les gens imaginent que d'autres ont plus de facilité pour vivre. Et là, commence à arriver une sorte de petite paranoïa. On l'a vu quand même, et elle existait dans les services de réanimation. Il y avait des personnes un peu plus âgées qui disaient « je n'y vais pas parce que j'ai l'âge pour attraper le Covid ». Donc, ce sont tous les jeunes qui ont fait tourner le service de réa. Et là, ça a créé des tensions au sein des structures simplement par le fait de ce calendrier. Pour les médecins, les conflits sont différents. Et ce ne sont pas des conflits de valeur avec la profession, ce sont des conflits interprofessionnels entre médecins. Ce sont des guerres de services assez puissantes où l'un veut prendre la place de l'autre, lui a fait un procès, etc. Et là, on se retrouve avec des histoires qui sont mais vraiment qu'on aura du mal à calmer. Alors, c'est M. Couty qui a inventé la médiation sur ce sujet-là et qui m'a dit « Henri, si toi, tu es SPS, tu arrives à les faire discuter en bas avant qu'ils arrivent tout en haut, ça sera peut-être plus efficace. » Parce que moi, quand ils arrivent en haut, c'est vraiment infernal, on n'en sort pas. Hein. Et puis, ça se finit toujours très, très, très mal. Et voilà un petit peu. Donc, en ville, on a des pharmaciens qui sont en burn-out, beaucoup, parce que eux, leurs pharmacies, elles ont beaucoup pris avant le Covid. Les prix ont diminué, etc. Les investissements qu'ils ont faits. Les dentistes aussi, avec le Covid, ont pris énormément, mais ça, c'est de la médecine de ville, vous voyez. On a les orthophonistes aussi, en ville, qui craquent parce qu'en fait, elles ont 1 an et demi d'attente pour des gamins et qu'elles n'arrivent pas à répondre à la demande des gens. Donc, vous voyez, suivant la profession, l'épuisement professionnel n'arrive pas du même endroit. Voilà. Et donc, chaque profession a sa spécificité et il faut connaître comment travaille un professionnel pour comprendre dans quelle situation il est quand il appelle. Et donc, je dois connaître, moi, à chaque fois, le dentiste, l'orthophoniste. Donc, je connais toutes ces professions maintenant. Je connais les cadres et comment ils fonctionnent au bloc opératoire. Je connais les IAD, les IBOD, les chirurgiens de toutes les spécialités qui travaillent dans les blocs opératoires, puisque eux aussi sont parfois pourvoyeurs de stress sur tous les salariés qui les entourent, parce que quand un chirurgien commence à paniquer dans son bloc opératoire et s'en prend à ses partenaires, qu'ils soient IAD, IBOD ou que sais-je, la tension du bloc s'effondre et l'ambiance devient délétère. Et là, il y a des gens qui s'en vont, qui ne veulent plus jamais revenir. Donc voilà un petit peu toutes les histoires que j'arrive à encadrer. J'ai aussi des suicidants très très proches, et là on a de la chance parce que nous on travaille avec des cliniques privées où on peut hospitaliser les gens à distance de chez eux dans des endroits qui ont été énormément formés à l'épuisement professionnel des soignants, et on a d'énormes bons retours. Donc ce n'est pas l'hôpital public qui peut prendre en charge, parce que dans l'hôpital public on est tout mélangé et on est avec ses propres voisins parfois, et donc on extrait nous, le soignant, et pour l'emmener ailleurs et lui donner un cadre sympa avec des gens qui le comprennent et beaucoup d'empathie. Parce que j'ai vu que la dame qui avait été lue, l'infirmière, a dit qu'à un moment, elle était seule et qu'elle pouvait parler à personne, même pas à sa famille, même pas dire ce qu'elle ressentait dans son travail. En fait, elle ne pouvait pas débriefer avec quiconque. Et c'est ça aussi, cette solitude qui amène les gens à l'épuisement professionnel. Est-ce que cet épuisement que vous avez dit effectivement chez les femmes, mais bon, ça représente quand même beaucoup des soignants de manière générale, même si je pense que la vie personnelle doit impacter, donc ce sera une réflexion à avoir sur l'égalité qu'on peut avoir, mais qui ne sera pas encore de fait dans la boucle tout de suite. Et puis comment ça ruisselle cette souffrance sur d'autres soignants, pas forcément dans le soin direct, mais indirect. Si vous parlez des infirmières soignantes, mais moi je voudrais élargir un tout petit peu plus, parce qu'on s'imagine bien que la souffrance des soignants, ça fait que les collaborations, les collaborateurs, les partenaires vont en souffrir aussi, alors qu'ils ne sont pas dans le soin directement. Est-ce que vous avez des retours? Par exemple, si je prends les cadres ont une situation qui est très difficile au sein de l'hôpital, puisqu'ils sont coincés entre la direction qui donne des indications et des orientations qu'elle voudrait voir appliquées, et puis en bas, ceux qui sont en bas qui ne veulent pas que ça change. Donc c'est une situation qui n'est pas du tout agréable à vivre et qui doit nécessiter une formation spéciale, à obtenir le compromis permanent. Et le compromis permanent, quand vous avez 19 personnes en face de vous tous les jours qui tournent, c'est épuisant que d'arriver à convaincre chacun que la démarche dans laquelle vous êtes est la bonne et qu'on emmène tout le monde vers le bien et que ce n'est pas un complot, parce qu'il y a encore cette histoire, et le Covid a rajouté cette notion de complotisme dans l'histoire. Mais les administratifs, tout en haut aussi, parce que gérer un hôpital, c'est quand même pas simple.
Hein, on a des budgets et ces budgets, il faut les tenir. Et on voit bien qu'ils ont fondu au soleil et que malgré tout, la machine doit tourner. Et alors, je rappelle encore une fois que, par exemple, un directeur d'hôpital est responsable de la santé de tous ses salariés. Ça, c'est dans la loi. Hein. Donc, c'est aussi une énorme responsabilité que porte tout ce service administratif et dont ils ont bien conscience. Et moi, je pense toujours que tout le monde vient travailler le matin en essayant de bien faire son travail. Donc, même en essayant de bien faire son travail, des fois, ça ne se passe pas bien. Et des fois, on se sent responsable, on se sent coupable. Et certains, pour se protéger, deviennent cyniques. Et quand le cynisme apparaît, que ce soit en haut ou que ce soit en bas, c'est un très mauvais signe. Donc, ça doit faire aussi partie des signes qui alertent les gens. C'est le cynisme d'un humain envers un autre humain, d'un soignant envers un patient, etc. Ça, c'est une note d'épuisement professionnel qui est très importante. Donc, oui, ça touche toute la chaîne de soins et la chaîne administrative qui aide à cette chaîne de soins. Donc, le système tout entier de la santé est touché et on doit l'entendre et on doit le réformer. Ouais, on voit bien à travers de ce que vous dites, mais ce qu'on perçoit, bien évidemment, hein, comme je le disais tout à l'heure, la stigmatisation n'a aucun but dans cette affaire-là, parce que tout le monde est impacté. On voit bien effectivement des décisions descendantes vers des soignants en souffrance. Ben, on sait que ça va remonter, puis ça va entraîner la même souffrance. Et ça change beaucoup, c'est-à-dire qu'on a beaucoup au niveau institutionnel, ça change aussi hein, de poste, de cadre, d'encadrement de cadre sup, directeur des soins et tout ça. Et on voit que le changement ou l'instabilité fait qu'effectivement, je pense que c'est peut-être des choses que vous allez pouvoir relater, cette instabilité institutionnelle où la notion de famille hein, qu'on avait à un moment donné, il y a 25 ans, effectivement, se perd un petit peu. Et je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse. Il y a une instabilité qui fait qu'on ne garantit pas cette stabilité que peuvent avoir les soignants dans leur poste. Quoi. Cette stabilité, reprenons la Guadeloupe. L'histoire de la Guadeloupe est arrivée lorsque, entre guillemets, tous ceux qui n'étaient pas vaccinés devaient quitter leur service et ne pas revenir au travail. Donc d'abord, tous les soignants guadeloupéens ont perçu ça comme un harcèlement de leur direction qui cherchait à leur faire du mal. Et un peu plus loin, ça s'est retourné puisque, comment dire, le directeur a été agressé dans son bureau avec son directeur adjoint, à tel point que le directeur maintenant a été nommé de la Guadeloupe à la Réunion pour pouvoir continuer à vivre lui aussi parce qu'il a bien une vie privée et il faut le protéger. Donc voilà. J'entendais cette dame tout à l'heure, l'infirmière, qui disait « je suis empathique ». Oui, dans sa personnalité, elle est empathique. Et alors, moi, j'ai fait des formations, hein, notamment sur la ProcessCom, un système américain pour mettre les gens dans une navette spatiale. Il y a 6 personnalités. Et sur les 6, il y en a 4 qui sont des harceleurs potentiels. Donc, globalement, on est tous potentiellement des harceleurs. Hein, peut-être pas la dame empathique infirmière qui était vraiment et qui a reçu la pression des autres, mais on est tous des harceleurs, qu'on le veuille ou non. Et donc, à chaque fois qu'on prend la parole pour parler avec quelqu'un d'autre, il faut qu'on s'auto-analyse de le savoir si en disant quelque chose à quelqu'un, on n'est pas passé un petit peu de ce côté-là. Parce qu'on a tous une part dans un groupe de responsabilité de la tenue de ce groupe et de sa continuité dans le temps. Donc, je pense qu'à chacun doit balayer devant sa porte. Ce n'est pas toujours l'autre qui est responsable de ce que l'on vit. On est parfois, nous aussi, l'acteur, le déclencheur de ce qu'on est en train de subir. Donc, ça serait peut-être bien d'avoir plus de formation à la communication avant de rentrer dans des études. Moi, je ne fais que des études techniques. Hein. J'ai appris la médecine par cœur, sur des livres par cœur, comme toi. Hein. Et on a appris tout ça par cœur. Mais on n'a rien appris sur la psychologie, rien appris sur le management, rien appris sur la communication dans ma génération. Hein. J'espère que derrière, je n'ai pas vérifié, nos étudiants ont ça. Mais vu l'état dans lequel ils sont, je ne suis pas convaincu qu'ils aient assez d'heures s'ils les ont ou même s'ils ont les heures. Donc, c'est une réforme aussi des études qu'il faut faire. Pour inscrire ça dans une démarche, c'est bien beau de soigner les autres, mais à un moment, il faut apprendre comment on travaille sereinement, en groupe, pour que ça se passe toujours bien et qu'on arrive au mieux à durer dans le temps. Le patient, en bénéficiera à la sortie de cette bonne coopération et de coordination de tous les soignants dans un fair play, un petit peu à l'anglaise, moi j'aimerais bien. Toujours fair play, même si on ne s'aime pas. La politesse, c'est le dernier rempart qu'il reste. Et il faut l'appliquer, même si on n'est pas quelqu'un. On reste poli, on peut toujours travailler ensemble. Hein. Mais il faut toujours rester poli et correct avec l'autre. Et voilà des démarches qu'il faut peut-être réapprendre. Voilà. Ouais, c'est assez rigolo ce que vous dites parce qu'il y a effectivement une manière de communiquer entre soi avec y compris avec les soignants. Alors, il y a l'aspect formation sciences humaines et sociales. Maintenant, on intègre en tout cas cette dimension-là, peut-être trop tard, peut-être pas assez. Enfin, ça fait du bien d'en parler, puis de vous écouter, en tout cas, ça fait du bien parce que ça donne envie, en tout cas, de se dire il y a des solutions. On n'est pas dans un mur, même si on sait très bien que là, c'est un petit peu compliqué. Il faut qu'on sorte tout ça et tous ensemble. Voilà, c'est pas… De toute façon, ce qu'il faut surtout dire, c'est que c'est un très, très beau métier.
le monde des soignants. C'est un des plus beaux métiers du monde. Et moi, pour avoir vu des instituteurs qui, à 40 ans, faisaient tous des dépressions parce qu'ils s'ennuyaient dans leur métier, moi, les médecins que j'ai croisés, même s'ils ont fait un burn-out, ils y retournaient parce que leur métier leur plaît trop. Et les infirmières, souvent, elles y retournaient. Si les conditions étaient meilleures, elles y retourneraient. Donc, je pense que c'est un des plus beaux métiers qu'on a. Et il faut le raconter aux jeunes qui vont arriver. Ce n'est pas parce qu'ils ont vu le Covid, qu'ils ont vu ça dans la presse, que ce n'est pas un beau métier. Maintenant, pour que ce métier reste beau, il faut peut-être en réécrire l'accompagnement. Mais c'est un très, très beau métier que moi, je durerai jusqu'à la mort, comme Molière. J'adore ce métier. C'est fantastique. On va passer, on a l'occasion de débattre sur la troisième partie, parce que je pense qu'on va échanger. Alors, je ne vois pas beaucoup de questions posées par les internautes, ça va venir tout doucement. Peut-être passer à la deuxième partie sur la doc éthique, Marie-Elisabeth, et puis après, on donnera la parole à Madame Tarnier sur la partie patient. Puis après, je pense effectivement, on pourra débattre avec les internautes de façon peut-être un peu plus prégnante si on voit des questions apparaître. À toi, Marie-Elisabeth. Oui, alors, nous allons maintenant nous intéresser aux patients pris en charge, aux patients pris en charge par un soignant souffrant. Est-ce que le SEPS majore les risques d'erreur médicale? Un bon soignant est un soignant en bonne santé. De fait, 9% des professionnels de santé indiquent que leur burn-out a conduit à au moins un incident médical de sécurité sur un patient et 66% estiment que le risque existe. Dans la relation asymétrique patient-soignant, le patient fait le pari de la confiance entre le professionnel qui possède des connaissances que le patient n'a pas. Cela rend l'erreur médicale difficilement acceptable pour le patient. Les erreurs médicales font certes partie du risque inhérent à la pratique humaine, mais celles découlant d'une souffrance du professionnel posent définitivement un problème éthique. Chez les internes, encore plus que chez les titulaires, le risque de l'erreur médicale est une réalité. Ils sont apprentis, en carence de sommeil, bien souvent au-dessus des 48 heures de travail hebdomadaire inscrites dans la loi européenne. Certains moments, c'est comme si j'étais ivre, décrit Aurore, 27 ans, en médecine interne à Paris. Lors de ses nuits de garde, il lui arrive de faire répéter un patient 3 fois. Je suis comme perdue dans l'impossibilité de raisonner ou de retenir une information. Les patients le sentent. Et déjà ça, pour moi, c'est une grosse erreur vis-à-vis d'eux. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au mauvais diagnostic ou à l'arrêt cardio-respiratoire pour être dans une forme de maltraitance. Où commence alors la maltraitance dans le soin? Le métier de soignant suppose une relation, car il souhaite aider son semblable. Ce désir d'aider autrui sous-entend qu'il reconnaisse la valeur de son patient, qu'il le respecte, quelles que soient ses convictions, ses valeurs ou même son schéma vaccinal. En cas de SEPS, le soignant fragilisé se coupe humainement de ceux dont il a la charge. Cela nous interroge sur le respect que les soignants manifestent aux patients dont ils ont la charge et le regard qu'ils posent sur eux. La maltraitance commencerait alors dès l'intention, même inconsciente. Il serait intéressant de mener diverses enquêtes interrogeant les soignants sur la valeur qu'ils donnent à leurs patients, puis de leur demander si leurs actes professionnels au quotidien incarnent, selon eux, leurs idéaux. La déshumanisation du patient est une des formes de maltraitance que le patient peut expérimenter lors de son parcours de soins. Ces formes sont multiples et les plus graves débouchent à des cas avérés de maltraitance institutionnelle. Toutes ces maltraitances sont-elles dues à des soignants en burn-out? Il serait tout à fait malaisé de tirer une telle conclusion, mais la question du pourcentage reste. Existe-t-il des terrains de soins plus critiques que d'autres? Eh bien oui. Plus le temps passé par un patient dans un service ou une institution sera long, plus la qualité de la relation entre les professionnels et le patient sera mise en évidence et les lacunes visibles. Nous pouvons citer les lieux de soins en long cours comme les EHPAD, les structures médico-sociales ou sociales et les centres de rééducation, les milieux de soins fermés comme les services de psychiatrie, l'aide sociale à l'enfance, ASE, ou la prison. D'autres terrains, quant à eux, seront critiques à cause d'une charge émotionnelle forte provoquée par la confrontation très accrue à la souffrance et à la mort, comme la réanimation et le soin palliatif. Le soin à domicile, où le soignant entre dans la sphère privée du privé personnel chez le soigné pour le soigner, interroge également. Le patient étant dans son environnement propre, est-il mieux protégé contre un soin maltraitant, puisqu'il peut refuser d'ouvrir sa porte ou demander au soignant de partir,
Ou bien aurait-il plus de difficultés à informer des mauvais soins qu'il subit? Quel regard le patient, du coup, pose-t-il sur le professionnel de santé? Est-ce que le patient est conscient de l'ambiance des équipes? Est-il capable de faire la part des choses entre le soignant fragilisé et les actes qu'il prodigue? En cas d'erreur médicale ou de maltraitance, est-ce que cela change quelque chose pour la réalité du patient de savoir si cela vient d'un CEPS ou non? Le patient aura tendance à remettre en cause, en bloc, les capacités du soignant, alors même que les compétences du professionnel ne seront probablement pas le cœur du problème. Peu d'études ont été faites travaillant le lien direct entre soignant en souffrance et ses conséquences sur le patient. On peut cependant intuitivement saisir l'impact que peut avoir la souffrance des soignants sur la bonne prise en charge des malades. Il est même à parier qu'au regard des chiffres cités plus tôt, les résultats au niveau national seraient alarmants. Ok, merci beaucoup Marie-Elisabeth. Je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées. On traitera dans la troisième partie, si ça ne vous dérange pas. Hein. Je suis en train de les lire en même temps que je les reçois. Merci pour ton propos. Effectivement, on parle beaucoup de qualité et de sécurité des soins. Dans notre cas de la certification, hein, tous les établissements sont obligés d'y passer, bien évidemment, et c'est important d'y contribuer, hein, à tout niveau. Et ce que tu introduis, effectivement, la notion de souffrance des soignants qui peut impacter effectivement sur la qualité et la sécurité des soins, c'est des notions qu'on n'a pas forcément d'ailleurs, parce que ce n'est pas forcément visible, ce n'est pas forcément déclaré. Hein. Les événements indésirables, on en déclare beaucoup, mais tout n'est pas forcément déclaré. Donc, je vais passer la parole à Madame Tarnien, qui est juriste au CHU de Dijon, pour voir son retour, plutôt sur le côté maintenant patient, hein, pour faire la transition avec ce que disait Marie-Elisabeth, voir quels sont les échos et effectivement, vous pouvez avoir sur le terrain les retours que vous pouvez avoir, alors soit des patients, des proches d'ailleurs, c'est souvent effectivement, ça va quand même ensemble. Bonjour à tous, merci. Alors avant de répondre à cette question, savoir comment ressentait le patient, est-ce que le patient ressentait cette souffrance au soignant, il me semblait important déjà de commencer par voir est-ce que le patient pouvait être à l'origine de la souffrance des soignants, est-ce qu'il pouvait être l'une des causes de cette souffrance. Alors historiquement, la communication soignant-soigné se faisait sur un registre descendant, plutôt un registre paternaliste. Le patient était positionné comme une personne passive dans la mise en place d'une stratégie thérapeutique. Il écoutait ce que lui disait le médecin, les professionnels de santé. Néanmoins, ces 30-40 dernières années, l'environnement légal, sociétal, tend à remettre en cause ce modèle. Au niveau de l'environnement légal, on a la loi Kouchner du 4 mars 2002 qui a fait énormément pour les patients, qui leur a reconnu des droits et qui a fait en sorte que le patient retrouve une place centrale avec le droit à l'information, le droit d'accès à son dossier médical. D'un point de vue sociétal, on a eu un certain nombre de scandales sanitaires, pharmaceutiques qui ont pu mettre à mal cette relation soignant-soigné et ce côté un peu paternaliste qu'on pouvait avoir. Je parle des affaires du sang contaminé dans les années 80, plus récemment l'affaire du Mediator. Et on a aussi les réseaux sociaux, l'avènement d'Internet qui a eu un impact important au niveau des réseaux sociaux avec dans la mouvance du système MeToo. On a eu un certain nombre d'hashtags qui ont pu être créés contre les professionnels soignants, contre certaines catégories, certains services, contre la gynécologie, ce genre de choses. Alors, si on peut reconnaître que ça permet de libérer la parole des patients et de dénoncer des pratiques qu'eux considèrent comme maltraitantes et anormales, hein, c'est vraiment le sentiment du patient, ce n'est pas forcément la réalité, il faut reconnaître que ça met forcément à mal cette relation entre les soignants et les soignés. Et le développement d'Internet a également sa part de responsabilité. Lorsque le patient maintenant vient voir son médecin, il a déjà établi son diagnostic, il a déjà été regardé sur les forums. Et voilà, donc forcément, on n'est plus maintenant dans une relation où on est systématiquement en confiance quand on va chez le médecin. On est plutôt dans une relation finalement, un moment de méfiance, où il va falloir que le professionnel de santé fasse ses preuves pour convaincre le patient sur ce qu'il a pu diagnostiquer, ou en tout cas quelle prise en charge il préconise. Les établissements de santé, le domicile du patient, pour ceux qui travaillent en libéral, sont autant de lieux où le professionnel de santé et le personnel va subir des incivilités, de la dégradation des biens, l'outil de travail, de la violence verbale et physique. En réalité, c'est toutes les professions qui rendent service à nos concitoyens qui vont être confrontés à cette situation. On l'entend régulièrement dans les médias avec les pompiers qui sont caillassés lorsqu'ils veulent intervenir. Donc, dans le milieu de la santé, n'y échappe évidemment pas, et malheureusement pas. Et on a tendance souvent à évoquer le terme de l'intolérance à la frustration, où le patient, finalement, il n'a de patient que le nom,
il ne fait absolument plus preuve de patience, il veut être pris en charge tout de suite, il veut avoir des réponses tout de suite. Donc cette frustration, elle va se traduire par une réaction plus ou moins violente, à la contrariété que la personne ne peut pas supporter sur le fond de la patience. Et tout ça va forcément avoir une incidence sur la prise en charge que le soignant va avoir, sur le côté où il doit rester neutre, prendre en charge tout le monde de la même manière. Et ça va causer effectivement, participer en tout cas à la souffrance professionnelle qu'il va pouvoir subir, enfin ressentir. Il existe un observatoire national des violences en milieu de santé qui a été créé depuis 2005, qui recueille sur la base du volontariat les signalements faits de violences commis en milieu de santé. Et on est quand même sur des chiffres assez importants. En 2019, on était à 23 700 signalements pour seulement 451 établissements de santé. Donc, c'est des chiffres assez énormes. Et sur l'ensemble de ces signalements, on a 80% où ce sont des atteintes aux personnes. Donc, des violences où le patient, la famille, l'usager va physiquement s'en prendre au patient, verbalement, l'injurier, le menacer, aux soignants. Et ça, c'est juste inadmissible. L'ensemble de ces violences va évidemment avoir une incidence sur le soignant, un sentiment de lassitude, un stress qui va participer à son épuisement professionnel, une sensation de mal faire les soins, un sentiment de défaut de soutien de sa hiérarchie, de l'administration, ce genre de choses. Donc, il me semble important de rappeler que les principes élémentaires de civisme et de vie en société ont besoin d'être remis à l'honneur dans les établissements de soins. Il est anormal que des professionnels de santé soient insultés et maltraités. Et il existe diverses options pour pouvoir soutenir les professionnels de santé au niveau des cadres, au niveau de l'administration. Ça va être par un recadrage, par le pouvoir de police qui appartient au directeur de l'établissement, qui va pouvoir à un moment donné interdire un service à un patient ou à une famille qui aurait un comportement inadmissible, un signalement au procureur ou un dépôt de plainte. On évoque toujours le droit des patients, mais on évoque très peu finalement les devoirs des patients. Et ça, je pense que c'est une difficulté et c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être essayer de changer. En France, donc on a le droit de patient qui est mis à l'honneur avec cette loi Kouchner, avec la charte de la personne hospitalisée qui recense l'ensemble des droits des patients, donc sur lequel les patients n'hésitent pas à s'appuyer pour faire valoir leurs droits, et c'est normal, hein, ils ont le droit de le faire. Et on va évoquer uniquement le règlement intérieur finalement pour indiquer quels sont les devoirs de ces patients. Il n'existe pas une charte des devoirs des patients. C'est vraiment juste des petits éléments qui sont mis en place, le règlement intérieur, de la communication sur le fait qu'on rappelle aux patients qu'ils doivent se comporter correctement avec les soignants, qu'ils ne doivent pas prendre en photo des soignants, les locaux, ce genre de choses. Mais voilà, comme il n'y a pas de charte, je pense qu'il serait vraiment un point amélioré. Et c'est un point qui doit s'améliorer, mais au niveau national, hein, au niveau de la législation, même dans le Code de la santé publique, hein, on a le titre 1, le premier titre quand même du Code de la santé publique, ce sont les droits des malades et des usagers de santé. Dans le Code de déontologie, on a des paragraphes sur les devoirs des patients envers les soignants, mais absolument rien sur les devoirs des patients envers les soignants. On a vraiment l'inverse, je me suis trompée. Voilà. Donc, il n'y a rien qui est fait à ce niveau-là en France, alors que dans d'autres pays limitrophes, on va retrouver expressément les devoirs des patients qui vont être rappelés dans des chartes sur les sites internet où c'est expressément indiqué le devoir pour le patient de respecter la dignité et la personnalité du soignant. Donc voilà, ça c'était une petite aparté un petit peu longue, je m'en excuse, sur vraiment le contexte de la relation soignant-soigné qui a évolué au cours de ces dernières années. À la question de savoir si est-ce que le patient a conscience des difficultés rencontrées par les soignants dans l'exercice de leur métier, de leur souffrance au travail, je pense que majoritairement on peut dire oui, les patients en ont conscience. Ils vont avoir tendance toujours à se plaindre, c'est finalement plus les réclamations qu'on va faire remonter au niveau de la direction, au niveau des chefs de service, au niveau des cadres de santé, mais heureusement ce n'est pas le cas pour tous les patients. Et il peut régulièrement avoir quand même des patients qui vont nous écrire où ils vont signaler un mécontentement sur un point qui ne leur a pas plu, mais ils vont quand même, en parallèle, ils vont quand même saluer le travail des soignants. Le travail des soignants, dire oui, qu'ils ont constaté cette charge importante de travail, les contraintes administratives, le fait qu'il y avait un manque de personnel, mais malgré cela, ils vont quand même rappeler que les professionnels ont fait preuve d'amabilité, d'empathie, de gentillesse et d'écoute avec eux. Ce sont heureusement des courriers qu'on reçoit régulièrement. Et je pense important que ces courriers, quand elles arrivent au niveau de l'administration, si ce n'est pas directement au niveau des services de soins, que ce soit bien retransmis aux professionnels. Je pense que c'est quand même encourageant de ne pas toujours voir que le côté négatif et de voir que parfois, quand même, et majoritairement, les patients sont satisfaits de leur prise en charge. Cette satisfaction de la prise en charge des patients, on va la retrouver aussi au niveau des enquêtes nationales, l'enquête de satisfaction ESATIS, qui va permettre d'apporter un éclairage aux professionnels sur leur pratique.
Et depuis 2016, elle permet aux patients de donner son avis sur un certain nombre de points, l'accueil du patient, la chambre, le repas, mais aussi les relations, sa prise en charge avec les médecins et avec les infirmiers et soignants. Et quand on regarde les résultats de cette enquête, on constate que finalement, ce que les patients reprochent majoritairement vont plus être liés aux conditions de sortie, aux repas ou aux locaux. Les résultats sont très satisfaisants concernant les relations avec les paramédicaux ou les médicaux, vu qu'on est à plus de 80% de satisfaction au niveau des patients par rapport à ça. Et ça aussi, je pense que c'est un point qui doit être quand même régulièrement rappelé aux soignants pour contrebalancer les réclamations qu'on peut avoir des patients. Par rapport toujours aux patients et à sa conscience de la souffrance des soignants, en préparant ce webinaire, je me suis interrogée sur est-ce que le patient, à un moment donné, allait pouvoir engager la responsabilité de l'établissement en raison de cette souffrance du soignant, ou en tout cas en raison du manque de personnel qu'il a pu constater lors de sa prise en charge, manque de personnel qui va du coup avoir une incidence sur la souffrance du soignant et qui va engendrer cette souffrance du soignant. Juridiquement, pour qu'on engage la responsabilité d'un établissement de santé, il va falloir qu'il y ait un préjudice. Donc, pour qu'il y ait un préjudice, le patient va avoir subi, il va y avoir une faute, enfin, va y avoir un dommage corporel, quelque chose, ou un dommage moral. Donc, l'action du patient, elle ne va pas être fondée directement sur le manque de personnel, mais elle va être fondée sur cet accident médical. Et potentiellement, on va pouvoir prendre conscience que cette faute médicale, elle est liée en lien avec l'organisation et le fonctionnement du service. Donc, dans la jurisprudence, on ne retrouve pas expressément de décision qui condamnerait un établissement, qui reconnaîtrait la responsabilité d'un établissement pour manque de personnel. On va retrouver ce type de décision, mais ça va être fondé sur le défaut d'organisation ou le défaut de fonctionnement du service de l'hôpital. Et il est effectivement arrivé à un certain nombre de décisions où les tribunaux ont pu pointer au niveau du défaut d'organisation l'absence de personnel, le sous-effectif, le fait qu'il n'y avait pas assez de personnel pour prendre en charge les soignants. Tout ça, ça va être pris en compte par les magistrats et ça va pouvoir permettre de faire remonter cette souffrance des soignants. Après, évidemment, si la direction prend conscience de cette décision et fait en sorte de changer les choses. L'autre point par rapport à la responsabilité où la souffrance des soignants va avoir un lien, c'est toute la question du glissement des tâches. Lorsqu'un soignant, par manque de personnel, un paramédical, va être amené à faire une tâche médicale, lorsqu'une aide-soignante, par manque d'infirmière, va être amenée à faire des soins qui relèveraient plutôt de la fonction d'infirmière, là aussi, potentiellement, on va pouvoir retrouver un engagement de la responsabilité de l'hôpital, mais toujours pour un défaut d'organisation et un défaut de fonctionnement de l'hôpital. Donc, pour finir, si je devais donner des pistes sur comment est-ce qu'on peut améliorer la communication entre soignants et soignés, je pense qu'il y a une part importante des réclamations qui pourrait être évitée avec une meilleure communication soignant-soigné. Donc, j'ai bien conscience que souvent, c'est un manque de temps. Ce n'est pas un manque d'envie des soignants de ne pas répondre aux questions des soignants ou des patients de ne pas répondre assez vite. C'est souvent un manque de temps, un manque d'effectifs, ce genre de choses. Mais si on arrive à améliorer cette communication soignant-soigné, à mieux communiquer, ça permettra d'éviter un certain nombre de réclamations et de réduire cette charge pour le soignant, cette charge mentale, de dire que le patient va se plaindre, de voir ce retour négatif toujours et de ne pas voir le positif. Et donc concrètement, je pense qu'il me semble important de développer les médiateurs au sein des établissements de santé. Alors, ils ont été instaurés depuis de nombreuses années, depuis la loi Kouchner de 2002, avec une vocation de faciliter le dialogue, une meilleure information aux patients, voilà, de rétablir le lien entre le soignant et le soigné. Mais c'est vrai que je pense qu'ils ne sont à l'heure actuelle insuffisamment utilisés en France. L'autre solution, ce serait de passer par l'instauration de patients partenaires qui vont pouvoir intervenir pour exprimer leur ressenti sur la prise en charge qu'ils ont reçue, faire valoir leur expérience. L'idée, c'est vraiment de valoriser l'expertise du patient telle qu'elle a été issue en fait, du vécu de sa maladie. Et l'autre solution qui me semble intéressante à développer dans les années prochaines, c'est l'instauration de patients ressources ou de patients père aidants. C'est une notion que j'ai vue dans le cadre de l'instauration du projet PACT, donc Programme d'amélioration continue du travail en équipe. L'idée, ça va être d'intégrer un patient ressources à des groupes de travail sur l'amélioration de l'accueil, de favoriser les liens entre patients, d'avoir un patient qui, par exemple, avant une dialyse, va prendre contact avec un nouveau patient pour lui expliquer comment ça va se passer. L'idée, ça va vraiment être d'améliorer cette communication, d'améliorer la confiance que le patient va avoir dans ses soignants pour les décharger de ça et en tout cas que ce ne soit pas un des facteurs aggravant leur souffrance au travail.
Bah, merci beaucoup, Mme Tarny, ça nous a éclairé. Alors, je trouve effectivement très complémentaire par rapport à ce que disait le docteur Henry sur les constatations qui étaient faites sur le terrain, les remontées de terrain qui sont importantes pour faire de l'observation, avoir des calculs d'incidence et de fréquence. Et ce que vous soulevez là comme solution, c'est très, très riche. Alors, on avait déjà discuté un petit peu en amont, mais là, vous apportez en plus d'autres choses et ça, c'est super. C'est-à-dire que de faire valoir la charte du devoir des patients, c'est très important. Il y a les droits et les devoirs. Bien évidemment, on le rappelle pour les soignants, mais aussi c'est pour les autres. C'est-à-dire qu'il faut aussi communiquer là-dessus, faire passer le message. La notion de médiateur, nous, on a beaucoup travaillé sur le bénévolat ou des bénévoles. Voilà, bon, mais ce n'était pas forcément très structuré. Donc, je pense effectivement, il y a à structurer ce rôle. Qui soit un rôle propre, pas forcément d'ailleurs que ce soit de l'emploi en plus d'ailleurs, puisque les soignants qui peuvent être père aidants, moi j'ai vu ça en Belgique, c'est des gens qui sont tout à fait bénévoles et qui ont cette culture en tout cas de l'aide ou de l'entraide et qui sont conscients en tout cas des problèmes posés dans le soin. Donc c'est des solutions en tout cas qui méritent d'être évaluées, d'être étudiées, peut-être avec des mesures qui pourraient être éventuellement être faites pour voir si ça améliore ce qu'on recherche, l'amélioration de la qualité de vie au travail, et puis au-delà de la qualité de vie au travail, l'attractivité de nos métiers. Et on sait qu'on sera obligé de se battre pour ça. Et les solutions que vous proposez, c'est tout à fait en lien avec les questions qui étaient soulevées par l'association du docteur Henry. Donc, on voit vraiment le pendant et ce qu'on peut y faire. Maintenant, effectivement, comme vous dites, il y a la communication, c'est comment on communique, comment on partage les informations, comment on se dit bonjour. Comment on reçoit tout ça, et puis je ferai le lien avec les questions qui sont posées dans le cadre du webinaire, notamment sur pourquoi on en est arrivé là, et notamment la pression qui a été mise sur l'établissement de santé, et en premier lieu, bien évidemment, ceux et celles qui les dirigent, qui a fait qu'effectivement, toute la chaîne en a souffert, et puis que les gens au plus bas, entre guillemets, ou les plus proches des soignants, on en subi un petit peu les conséquences. Non, mais je suis très content parce que ça apporte énormément d'éléments de réponse, et puis on voit en tout cas que ça a un intérêt général de la part de nos tutelles. C'est une vraie question, et on le sait au travers des différents rapports qui ont été faits par la Fédération hospitalière de France, par la Haute Autorité de Santé, donc il y a tout ce qu'il faut. Et c'est comment on retrousse nos manches maintenant avec les soignants, avec effectivement tout type de professionnels, et avec ce que vous appelez effectivement les patients médiateurs partenaires, patients ressources ou père aidants, qui pourraient nous aider effectivement à structurer ce qu'on est en train de dire là. On va peut-être passer là, on arrive juste à 18h30, et puis je pense qu'on pourra débattre juste après. Je prendrai la main et je vous interrogerai, enfin je vous poserai quelques questions sur le webinaire, parce qu'il y a quelques questions qui sont apparues pour qu'on entre. Oui, une chose intéressante qui a été dite, c'est la charte. Oui, oui. Voilà. Moi, j'ai ouvert une maison de santé il y a 2 ans, et la première chose que j'ai fait, c'est une charte qui est collée sur le mur de la salle d'attente. Dès qu'on rentre, il y a une charte qui donne pourquoi on donne du travail, pourquoi on se coordonne, pourquoi on fait le mieux qu'on peut tous les jours pour eux. Mais en échange, on demande quand même de conserver le respect sur toute la longueur, et qu'à un moment, si ça ne se passe pas bien, on se donne le droit de ne plus travailler ensemble. En médecine de vie, c'est assez pratique parce qu'en fait, on a tellement une pénurie que les gens ont tellement peur de nous perdre qu'ils sont toujours relativement très charmants. Le seul endroit où c'est dangereux pour nous en médecine de ville, c'est la garde. Parce qu'on a des patients qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit qu'une seule fois, et c'est souvent là qu'on a des procès. Mais sur nos patientèles à nous, moi je dirais que les gens sont toujours charmants, puisque s'ils viennent nous voir, c'est d'abord qu'ils nous aiment. Et ça, c'est important de le comprendre. Quand un patient vient nous voir tout le temps, même si c'est la mère Michu qui tous les 2 jours vient nous raconter qu'elle a mal au ventre, si elle vient nous voir, nous, c'est parce qu'elle nous aime. Et je pense qu'il faut partir d'abord de ce constat. Et si elle m'aime, je vais l'aimer aussi, et on va aller loin ensemble. Et c'est pour ça que je n'ai pas trop d'inquiétude dans les cabinets des gens qu'on ne voit jamais, des touristes qui passent une fois, qui sont suivis par des grands professeurs, etc., et qui nous prennent des fois pour ce qu'on n'est pas, eh bien, ça finit des fois mal parce qu'ils ne nous ont pas choisis. Ils ne nous ont pas choisis. Ils ont pris parce qu'ils ne trouvaient que ça. Et c'est souvent comme ça que ça ne se passe pas bien chez nous en médecine libérale. Non, mais pour rebondir sur ce que disait Madame Tarnier, effectivement, cette charte des devoirs des patients, peut-être effectivement, ce n'est pas assez, ou peut communiquer auprès des soignants pour savoir effectivement que les droits et devoirs ne s'imposent pas qu'à une seule catégorie, et je pense que c'est un travail relativement simple qui peut être fait au niveau des établissements de santé via les comités d'éthique d'ailleurs, parce que j'ai ça en tête. Voilà, ça peut être une façon en tout cas de communiquer autour de l'éthique, puisqu'on est dans un espace de réflexion éthique. Marie-Elisabeth, je te laisse la parole pour la 3e partie. Oui, je vais repartager mon écran un tout petit instant.
Alors, cette fois-ci, nous allons nous interroger sur la société où cohabitent soignants en souffrance et patients pris en charge par ces soignants. Tout d'abord, les institutions qui encadrent le travail des soignants, est-ce qu'elles prennent des dispositions suffisantes pour prévenir le sepsis? La majorité des centres médicaux, incluant hôpitaux, maisons de soins, EHPAD, considèrent trop souvent que le burn-out et la satisfaction professionnelle sont la seule responsabilité de l'individu. C'est oublier qu'un seul des 5 facteurs que nous avons vus tout à l'heure du burn-out dépend du soignant seul. En réalité, combattre la souffrance des soignants demanderait pour chaque critère, pour chaque situation, une réponse à la fois de l'individu, de l'équipe de travail, de l'organisation en elle-même et de l'État. C'est pour cette raison que les professionnels accueillent à juste titre, avec scepticisme, les solutions qualifiées de simplistes, telles que les cours pratiques de gestion du stress ou encore le recrutement d'une psychologue de plus dans le service, qualifiés par les soignants eux-mêmes comme un manque d'effet sincère des organisations du travail. Les structures de soins sont devenues des entreprises avec une logique comptable et financière, mais dont les conditions, les critères et l'ampleur varient avec l'équipe de direction et diffèrent d'une équipe à l'autre, sans explication quant à la qualité de vie au travail. Un vaste champ de recherche en sciences humaines et sociales reste également à investir afin de promouvoir une culture partagée de la qualité de vie au travail, à développer dès la formation initiale des étudiants en santé. Prendre le temps d'écouter les professionnels, c'est prendre soin de l'organisation elle-même. L'efficience d'une organisation se mesure également d'après le niveau de satisfaction et de confiance accordé par les professionnels qui y travaillent. Et ce SEPS, du coup, qu'est-ce que ça donne? C'est un énorme coût social. La majorité des Français souffrent au travail, c'est une réalité. En France, le coût social du stress a été estimé en 2007 entre 2 et 3 milliards d'euros, et nous ne pouvons que nous interroger sur son coût en 2022, après 2 ans de pandémie. Les soignants, de leur côté, ont un pourcentage très élevé de SEPS, induisant un départ hémorragique précipité de certaines professions, notamment chez les infirmiers ou les aides-soignants. Les témoignages d'étudiants arrêtant les études de médecine ou des médecins quittant la profession en cours de carrière ne sont pas moins fréquents. Le coût social de l'arrêt précoce des professions de santé est énorme et ne semble pas s'essouffler. Ainsi, le 5 octobre 2021, le Conseil scientifique annonçait que 20% des lits dans les hôpitaux publics de l'Hexagone sont fermés, faute de soignants pour s'en occuper. En découlent beaucoup d'interventions déprogrammées, des prises en charge retardées pour une offre de soins dégradée, provoquant beaucoup de frustration et de sentiments d'injustice chez les professionnels et les patients. Comment allouer ces ressources humaines en contexte de restriction et sur quels critères les allouer? Quelle qualité de soins lorsque les équipes bougent trop? Peut-on accepter en tant que société qu'une partie du phénomène soit liée à la question de la souffrance au travail? Sans une recherche d'amélioration du système hospitalier, des conditions de l'exercice libéral ou des institutions médico-sociales, pouvons-nous accepter que les élèves actuels, comme actuellement les infirmières, quittent la profession dans une quinzaine d'années? Comment accompagner en tant que société les soignants décrivant leur souffrance au travail par manque de moyens alors que nous continuons à fermer des lits? La communication et l'interdisciplinarité, est-ce que ce seraient des solutions possibles d'aide pour les soignants? Est-ce que ce ne serait pas le temps de l'éthique? Penser la prévention du SEPS dans une démarche collective et interdisciplinaire est essentiel, puisque la souffrance des soignants est au carrefour de diverses disciplines, médecine, psychologie, sociologie, ergonomie, éthique évidemment. De nouveaux questionnements apparaissent dans d'autres domaines, comme la communication, l'économie, etc. L'éthique en faisant partie, elle peut apporter une première réponse à la prévention du SEPS. La perte du temps de parole, du temps d'échange informel et institutionnel fait partie des éléments qui a le plus impacté la santé psychique des soignants. En prévention du burn-out, il est recommandé de faciliter et d'institutionnaliser des temps de pause collective, des moments de convivialité qui permettent de renforcer l'identité d'un service et d'une équipe. Ces interactions entre pairs favorisent une meilleure compréhension du déroulement des événements et facilitent le deuil de ce qui n'a pas pu être réalisé, allégeant le poids de la responsabilité du soignant et évitant un sentiment d'isolement et d'abandon. Il importe que les équipes et les cadres soient formés à une écoute active et à la reconnaissance du vécu de chacun, mais aussi que les managers soient formés à être attentifs à leur propre santé.
Une attitude d'aide, de soutien et de compréhension permet d'apprendre à gérer ses émotions et celles des autres, à développer le bien-être personnel et collectif et promeut un changement culturel et social au travail, réduisant la part au stress et la surcharge émotionnelle. Les temps en équipe interdisciplinaire sont l'occasion idéale de discuter ensemble de la situation d'un patient afin de choisir la prise en charge la plus adaptée, ce qui apportera une plus-value pour le patient. Ce lieu d'échange en équipe est le moment de l'éthique. Que devons-nous privilégier pour ce patient-là en particulier? Cependant, apprend-on en soignant de manière pratique à échanger en équipe? Et quelle place pour l'interdisciplinarité? Et pour ce qui est des libéraux, quels espaces d'échange existent-ils? Enfin, quels espaces peuvent-ils trouver? Ces temps sont-ils concrètement possibles avec leurs contraintes? Le contexte actuel, particulièrement anxiogène, aura à nouveau révélé combien nous attendons de la médecine qu'elle réponde à nos inquiétudes, en oubliant une vérité majeure. La médecine cherche et cohabite tous les jours avec des zones d'incertitude et d'inconfort. Cette attitude d'humilité face à la connaissance médicale est gage d'une véritable posture scientifique, ouvrant à l'interrogation éthique. Est-il souhaitable que je procède ainsi? Et la discussion interdisciplinaire en équipe en est alors un excellent gage. Merci Marie-Elisabeth, encore plein de propositions, de choses et de belles choses à mettre en œuvre. Alors, certaines critiques, et moi le premier dira qu'effectivement il faut du temps et donc accorder du temps aux soignants pour le faire, hein, bien évidemment. Alors je vais peut-être reprendre, mais merci en tout cas, hein, on va pouvoir trouver la fiche doc éthique, hein, sur l'espace de réflexion Bourgogne-Franche-Comté. Il y a beaucoup de qualité de vie au travail dans ce que tu dis, dans les rapports, bien évidemment. Nous on va raccrocher ça à l'éthique parce que le soin, c'est aussi beaucoup de prise en considération et beaucoup de questions éthiques. L'interdisciplinarité et la multidisciplinarité en fait partie. Alors je vais reprendre peut-être les questions une par une du webinaire, hein, puisque c'était aussi le but de la manœuvre, en tout cas dans les dernières 20 minutes qui nous restent. On m'interroge sur les grilles d'évaluation. C'est vrai qu'on parle beaucoup de souffrance, on l'a dit, hein, tout à l'heure, entre effectivement l'épuisement émotionnel, la perte du sens. Est-ce qu'il y a des grilles d'évaluation pour lesquelles on peut mesurer facilement ou s'auto-mesurer d'ailleurs, ou au sein d'une équipe, cette souffrance au travail? Est-ce qu'il y a des choses relativement simples qui peuvent être faites dans une équipe, dans un service ou à titre individuel? Peut-être, docteur Henry, si vous avez des grilles. Oui, il y a des grilles, hein, il suffit de taper sur Internet et vous en trouverez. Je crois que sur notre site de SPS, on a aussi quelques grilles. Il y a le SPHAR aussi, les anesthésistes qui étaient bien avant nous, qui avaient ouvert un site qui était très intéressant, sur lequel vous trouvez des grilles à remplir. Donc, c'est pour s'auto-évaluer, c'est pas mal. Oui, j'en ai une fois fait une et j'ai été très surpris du résultat. Donc, je vous invite, oui, pour vous auto-évaluer, prendre l'habitude de le faire. Ne me demandez pas les noms, je ne suis pas très bon en termes de noms de grilles, mais il y en a effectivement. Nous, en médecine libérale, on utilise la MADRS, qui est une grille d'évaluation de la dépression, qui nous sert aussi, bien sûr, dans l'épuisement, dans le burn-out. Et surtout, la dernière question, c'est où en êtes-vous dans votre suicide? Et ça, c'est très important. Si je dois passer un message aujourd'hui à quelqu'un, c'est que si vous entretenez des relations avec quelqu'un qui ne va pas bien et que vous sentez que le contact est bon, au bout d'un certain temps, demandez-lui simplement, c'est dans l'état où tu es, est-ce que tu as des idées suicidaires? Parce que moi, si j'étais à ta place, je crois que j'en aurais. Et là, la personne va vous répondre, et c'est vraiment important que vous le fassiez, parce que si elle vous répond oui et qu'elle en a, eh bien, il est important qu'elle aille consulter quelqu'un pour en discuter et qu'on puisse la désamorcer et qu'elle ne se retrouve pas le soir chez elle toute seule avec encore ses idées et que personne ne l'a déchargée de ses idées. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà, la MADRS est une très bonne grille d'évaluation de l'épuisement professionnel. C'est vrai, effectivement, on a plusieurs grilles. Nous, on sert beaucoup du MBI, l'HADS. Bon, voilà. Après, ça dépend du milieu dans lequel on travaille. On a des grilles un peu spécifiques. Moi, il vaut mieux se retourner, je pense, vers des sociologues, psychologues, des établissements, ou en tout cas vers la médecine du travail qui peut évaluer au mieux, parce qu'il n'y a pas que la grille, comme vous le dites, c'est-à-dire que remplir la grille puis voir qu'on va mal. Ça veut dire qu'effectivement, dès qu'on fait la démarche, c'est que ça va déjà pas très bien. Voilà. Et donc, peut-être, effectivement, nous, on a quand même la médecine du travail, enfin, tous, hein, la médecine du travail qui est là quand même pour protéger. L'établissement, bien évidemment, hein, qui va aider, comme c'était dit précédemment. Donc, ça, c'est important parce que quand on commence à réfléchir aux grilles qui existent, c'est peut-être effectivement qu'ils commencent à avoir un petit peu
ça commence à aller pas forcément très, très bien. Alors peut-être, docteur Henry, pour vous laisser la parole là, j'ai une question d'un internaute concernant les défections des étudiants en cours de cursus. Alors je pense que les étudiants soignants, il y avait une enquête qui était faite a priori en début d'année. L'internaute se posait la question, est-ce qu'il y a des études ou des choses qui sont en cours, des données qui concernent les étudiants en cours de cursus qui sembleraient abandonner? Est-ce qu'on a des données Je n'ai pas ces données précises sur l'abandon des études et des étudiants en cours d'études. Non, ça, je n'ai pas de chiffres là-dessus. Moi, ce que j'ai, c'est des étudiants infirmiers. Les études infirmiers sont très compliquées parce qu'en fait, ils sont tout le temps en stage. Et en fait, ils passent d'un cadre formateur à un autre sur des périodes très, très courtes. Et ça, c'est très, très souvent mal vécu par les élèves infirmiers. Et puis, visiblement, il y a quelques cadres qui ont perdu le sens du respect de l'étudiant. On a un son qui n'est pas très bon. Les étudiants devraient en savoir beaucoup plus, surtout dans la période Covid. Il y a énormément d'étudiants qui n'ont pas eu le cursus que les étudiants avaient dans un cadre non Covid. Et ils ont des trous dans la raquette. Ça coupe. Énorme. Certains professionnels ne comprennent pas que ces étudiants arrivent dans des services avec des trous dans la raquette et leur en veulent en disant « Mais qu'est-ce que tu as fait pendant tes études? Tu ne sais rien faire. » Ils auraient voulu faire mieux. Ça a coupé complètement. On avait effectivement l'impression à Dr Henry qui partait en dépression tout doucement. Bon, j'espère qu'on va pouvoir le récupérer. C'est une question pour Mme Tarnier qui est posée concernant, je ne sais pas si c'est de votre ressort ou pas, mais on va en profiter, la notion de recours concernant la notion de maltraitance. Alors, on vous parliez de déviance tout à l'heure, c'est que la notion de maltraitance, maintenant c'est un terme qui est très employé sur le plan juridique. D'ailleurs, c'est condamnable, donc il faut faire très attention effectivement. Non pas à l'employé, mais à faire de la maltraitance, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des recours vous avez eu des recours des soignants vis-à-vis de leur hiérarchie ou vis-à-vis des patients, vis-à-vis de cette maltraitance qui pourrait être dans les deux sens? Vous avez eu à traiter ces derniers mois? Alors, au niveau du patient qui se plaindrait d'une maltraitance du soignant, ce type de recours peut arriver. Après, c'est assez rare. Ça ne va pas être basé sur la maltraitance juridiquement, mais sur l'atteinte à la dignité, l'atteinte à la vie privée, ce genre de choses. Et ça reste des actions judiciaires assez rares parce que financièrement, le patient, ça va lui coûter beaucoup plus d'argent que ce qu'il va obtenir en dommages d'intérêt. Donc, c'est vrai qu'il y a très peu d'exemples de jurisprudence là-dessus et très peu de patients se lancent de ce genre de combat où souvent on n'obtient pas gain de cause en première instance ou aller en appel. Voilà, donc ça reste compliqué. Au niveau du sens inverse, le soignant qui serait maltraité par son employeur, ou le soigngnant a des actions possibles contre son employeur, alors sans forcément parler de maltraitance, mais le soignant qui serait dans une position où on lui impose de faire des tâches qui ne relèvent pas de ses fonctions, ce genre de choses. Il pourrait très bien effectivement envisager une action contre l'employeur pour ça si un dommage était causé suite à ce glissement de tâches. Le soignant peut également, l'employeur, ça a été dit au tout début, mais l'employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis de l'ensemble de ses salariés. Donc un soignant qui est en souffrance, en burn-out lié au travail, on peut très bien imaginer qu'il y a une action contre son employeur. Après ça, pour l'instant, c'est assez rare parce que le problème du burn-out, c'est que ça a été reconnu, il y a une définition par l'OMS, il n'y a pas de souci, mais ça ne fait pas partie des maladies professionnelles dans le sens où c'est dans le tableau où il y a une maladie, des conséquences, et là, c'est automatiquement un lien entre la maladie et le travail. Le burn-out, ça fait partie de ces maladies qui sont reconnues, mais il va falloir que le patient, enfin le soignant en l'occurrence là, démontre qu'il y a un lien entre son burn-out et le travail, et exclusivement le travail, et c'est ce qui va compliquer les choses et du coup limiter les actions dans les faits, en pratique, du soignant contre un employeur. Ouais, on a vu dans la presse de la maltraitance institutionnelle, plutôt effectivement la répétition d'événements ou des injonctions effectivement qui faisaient que le soignant était en difficulté. Donc, il y a déjà eu des condamnations, hein, bien évidemment.
Donc, mais c'est surtout, effectivement, moi, je me place à la place des soignants qui sont en difficulté, dans une situation souvent de vulnérabilité, souvent, effectivement, en souffrance, et qui ont du mal à savoir à qui s'adresser. C'est souvent compliqué parce qu'on n'est pas formé. Alors, en tant que médecin, chef de service ou cadre, voilà, c'est difficile d'aller recueillir ces informations-là, surtout contre un employeur, quand il y a un lien hiérarchique. Et en fait, ce qui nous pèse, nous, au quotidien, c'est de dire les relais, on n'arrive pas à les avoir, y compris, effectivement, en tant que médecin, c'est de dire à qui on s'adresse, quelqu'un qui serait bienveillant, qui connaîtrait effectivement la loi, qui pourrait nous aider, nous accompagner. Et en fait, on manque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la notion de médiateur, on manque de médiateurs qui pourraient voilà, essayer de détricoter toute cette souffrance qu'il peut y avoir, qui est souvent induite par plein de choses, bien évidemment, et puis qu'on ressent avec, de façon très, très sévère à partir du moment où il y a une injonction, puis on considère que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ce qui manque, c'est des relais. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois au niveau institutionnel, même si je sais qu'ils existent. C'est comment on donne la possibilité d'avoir ces relais-là. C'est beaucoup de l'information et de la communication, peut-être de groupes de parole, pour aller échanger, discuter avec des gens qui connaissent. Et ça manque terriblement. Et je pense que c'est public, privé, établissements médico-sociaux, EHPAD. C'est ces endroits où on peut communiquer. Le docteur Henry, quand on a discuté la dernière fois, il le disait très bien, des endroits où on peut manger, on peut être ensemble et on échange, on partage. Et voilà, et être sûr effectivement que ce qu'on va étiqueter comme de la maltraitance, est-ce que c'est réellement de la maltraitance ou est-ce qu'on l'aperçoit comme ça? Parce qu'après, ça entraîne des dégâts, puis après, ça entraîne toute la suite qu'on peut connaître. Et c'est ces relais-là, effectivement, qu'on a un petit peu de mal à avoir, soit parce qu'ils ne sont pas connus, soit parce que ce n'est pas créé sur le plan institutionnel, parce que je ne sais pas. Donc, c'est peut-être des choses aussi qu'il faut développer. Je ne sais pas, docteur Henry, ce que vous disiez la dernière fois sur ces manières, effectivement, d'échanger, de partager, qui sont aussi une manière d'évacuer, quoi. C'est ce que vous racontiez, c'est qu'avant l'hôpital où les grandes structures comme ça étaient considérées comme une famille. Les gens allaient travailler dans une famille qu'ils respectaient et on les respectait. Ils avaient des espaces où vous pouvez par exemple manger. Moi, je vois les espaces qu'il faut garder, ce sont des cafétérias qui sont très importantes où quand on descend et on peut aller boire un coup entre amis, prendre un café et discuter. Il faut au moins un lieu où quand on veut se réunir, on peut se dire tiens, on va dans la salle là-bas et on va aller discuter. Mais actuellement, les restructurations des locaux sont aussi sur les salles. On diminue toutes les salles possibles pour faire plus de soins encore et encore en oubliant les salles qui servaient avant de salles de détente où on pouvait prendre un café, peut-être manger, peut-être s'isoler. Il y a un endroit où le soignant, c'est ça qu'on disait l'autre jour, quand il ne va pas bien, doit pouvoir s'échapper et aller se cacher dans une salle pour pouvoir se dire je ferme la porte, wow, là ça s'arrête, enfin je vais pouvoir me donner 10 minutes, peut-être réfléchir et redescendre et puis ensuite re-rentrer dans la nasse. Et c'est là que peut-être la psychologue du travail avait toute sa place dans cette histoire. Est-ce qu'il y en a assez ? Je ne le sais pas. Les infirmières du travail aussi, est-ce qu'il y en a assez ? J'ai la sensation que les médecins du travail, ça disparaît au fur et à mesure. Toutes ces structures s'en vont et ce qui va rester, c'est la médecine de ville. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un va se plaindre, moi je lui dis, va voir ton médecin traitant. Pourquoi ? Si tu as besoin d'un arrêt de travail, c'est lui qui va te le faire. Et c'est personne d'autre. C'est pas le médecin du travail qui va te faire l'arrêt. Il va peut-être te faire un mot me disant de le faire. Mais si tu viens me voir moi en tant que médecin généraliste, tout de suite, je veux prendre la décision avec toi de t'arrêter et de te faire te reposer. Parce que souvent, les gens ne se rendent pas compte dans quelle turbine ils sont rentrés et à quel niveau ils sont rentrés dans la turbine. Et bientôt, au bout, ça va finir mal. Et nous, en tant que libéraux, quand on regarde ce monde qui n'est pas du tout le nôtre, on peut leur dire, mais alors là, vous êtes arrivé loin dans votre histoire, là. Ouh là là, ça fait un petit bout de temps que ça dure, il faut vraiment que vous arrêtiez là. Donc, nous, on a un regard extérieur en libéral. Donc, je pense que la complémentarité libérale hospitalier ou salarié est très intéressante et on en aide beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de soignants dans mon territoire qui consultent pour ce genre de problématiques et j'ai eu un seul médecin. Les médecins ne consultent pas beaucoup les généralistes pour en parler, ça c'est clair. Oui, une question effectivement sur les psychologues. On s'est aperçu pendant la crise que les psychologues ont été mis à contribution de façon très importante. Par contre, quand on a évalué l'impact des psychologues, finalement, ils étaient très peu sollicités. Et ce qui est dit effectivement par les internautes, c'est de se dire effectivement, il y a peu de psychologues. Alors, ça va rentrer dans les mœurs. On voit dans les établissements de santé, ça commence à se développer. Des psychologues spécifiques liés effectivement aux soins, donc c'est très particulier. Mais en fait, les gens ont peur. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est comment on va parler de cette souffrance à l'autre. Peut-être que ça vient de nous, peut-être qu'on n'est pas fait pour ça, peut-être qu'on n'arrive pas
on est trop submergé par des émotions, par une quantité de travail, on ne peut pas faire face et on le voit beaucoup, c'est beaucoup le reflet qui nous est donné. Et puis finalement, les gens n'arrivent pas à accéder. On n'est pas sur ce qu'on voit dans les établissements nord-américains où dès qu'il y a quelque chose qui se passe, il faut aller voir la psychologue, quel que soit le travail qu'on fait. En France, c'est difficile. C'est-à-dire qu'il y a la médecine du travail. Alors, on sait effectivement les conditions dans lesquelles ils travaillent et puis le peu de monde qu'il peut y avoir. Mais il y a aussi cette crainte d'aller voir son psychologue ou son psy. Et parce que je pense effectivement, ce sont des personnes tout à fait ressources. Et même si le cadre peut faire le travail, le chef de service peut faire ce travail, c'est compliqué d'être jugé parti en général. Je pense qu'il nous manque un chaînon, un maillon dans le chaînage, c'est celui qui repère. Et nous, chez SPS, on a écrit un dossier qui s'appelle les sentinelles républicaines. Ça serait des gens qui seraient formés à repérer la souffrance de quelqu'un qui les entoure, qui le croise, et qui aille vers la personne et lui dit « Je crois que tu as besoin d'aide ». Tout simplement. Et est-ce qu'on peut en discuter tout de suite? Viens, on va prendre un café. Et ensuite, ce n'est pas lui qui prendrait en charge. Il emmènerait la personne soit vers un psychologue du travail, soit une infirmière du travail, soit son médecin généraliste, etc. Parce que je pense qu'on n'est pas assez intrusif. On attend trop que la personne qui n'aille pas bien vienne nous voir, mais la personne qui ne va pas bien ne va pas venir nous voir. Oui. Parce qu'elle n'a plus la capacité de parler, parce qu'elle ne connecte plus, parce que tous ses neurones n'ont plus de sérotonine pour pouvoir fonctionner bien, etc. Donc, je pense qu'à un moment, sur ce sujet-là, il faut oser être un peu intrusif, et c'est par une bonne formation qu'on peut être intrusif gentiment, en tendant la main à quelqu'un, en lui disant voilà, là vous vous êtes bien pris la tête tous les deux, là, comment tu vas maintenant et est-ce que ça dure depuis longtemps? Parce que moi, je viens d'arriver, je ne connais pas le truc. Tu peux me l'expliquer, tu peux me le raconter, et ça n'a pas d'impact sur ta vie privée, ça n'a pas d'impact sur ton sommeil. Ça m'étonnerait. Allez, viens, on va prendre un café, on en discute. Et c'est cette technique-là que je voudrais instaurer. On a tenté de le mettre avec un député, c'était Bourlange, de faire passer ça l'année dernière. On n'a pas réussi à le faire, mais je pense que dorénavant, dans un monde bienveillant, il faudrait que tout le monde s'implique parce qu'en fait, ce n'est pas un problème de soignants. On a des problèmes de travail partout. Ça coupe. On n'a pas des soignants. Ça coupe, docteur Henry, ça coupe. Si on veut. Pardon? Ouais, ça coupe parce que voilà, ça coupe de temps en temps. On sent une dépression venir, après ça reprend, mais. Donc je parlais des sentinelles. Ça a coupé. Ça coupe. Ça vous parle? Vous m'entendez là? Oui. Je rappelle. Ok. Peut-être effectivement pour enchaîner, pour reprendre après avec le docteur Henry, ce qui est soulevé par un internaute ou une internaute, c'est le poids administratif pour les soignants. C'est comment on redonne du sens aux soins, mais comment on redonne que du soin aux soignants. Et ce qui est beaucoup dit, c'est de dire on fait beaucoup de choses en tant que soignant qui ne sont pas du soin. Alors, il y a toute la partie réglementation, administratif, déballage des cartons, pharmacie, enfin tout ce qu'on peut avoir. Et effectivement, ce qu'on a essayé de faire, nous, en réanimation, c'est de se dire finalement, qu'est-ce qui relève du soin et ce qui ne relève pas du soin. Et puis, on a mis en place, pour citer ce qui a été fait au CHU, c'est de se dire, on va déléguer aux soignants du soin et tout ce qui n'est pas du soin, ça sera délégué, donc mettre en place des dispositifs, des ressources qui permettent effectivement de mettre que du soin pour les soignants. Donc, c'est ce qui a été dit tout à l'heure concernant l'organisation des services qui peut impacter sur cette souffrance des soignants. C'est la manière effectivement dont on voit les soins. Et il y a des travaux de recherche qui ont été faits avec des sociologues pour voir effectivement comment le soignant se comportait dans le soin. On vous reprend, docteur Henry, c'est simplement pour dire que cette souffrance des soignants, elle peut venir aussi, mais ça a été dit tout à l'heure, sur l'organisation des services, sur les tâches administratives qui sont données aux soignants. Et puis vous, en libéral, bien évidemment, ça impacte énormément. Et finalement, le fait que, comme vous le dites, on n'a plus de temps d'échanger, c'est parce que le temps où on pourrait échanger, il est peut-être donné à faire des tâches qui sont autres que le soin. Donc, ça aussi, c'est une piste pour se dire, dans les soins que je fais toute la journée, qu'est-ce qui relève réellement du soin et puis quel est le temps qui pourrait éventuellement être délégué à d'autres pour laisser plus de temps aux soins, qui redonnerait un petit peu plus de sens aux soins. Et c'est des choses qu'on avait déjà évoquées, et ça veut dire qu'il faut penser les choses service par service, établissement par établissement, pour se dire quels sont tous les leviers qu'on pourrait mettre en œuvre pour que les soignants ne fassent globalement que ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire du soin,
et de l'encadrement, bien évidemment, de patients et de proches. On vous a pas, ouais, on n'a pas entendu la fin, ça buguait. Non, la fin, c'était sur les sentinelles républicaines. Ouais. Voilà, qu'on a essayé de créer, que j'espère on arrivera à passer dans un projet de loi, parce que la souffrance au travail, elle existe dans toutes les structures de la société française et qu'il faut les repérer. Mais il n'y a pas des soignants partout pour repérer cette souffrance. Donc, c'est de former des gens du peuple à être des repéreurs de souffrance au travail et de pouvoir aider la personne à l'amener à un psychologue du travail, un médecin du travail, une infirmière du travail, etc., ou au médecin généraliste pour qu'il en discute. Et si on ne fait pas ça, je pense on perdra beaucoup de gens parce qu'on ne les voit pas arriver. Hein. Même les familles ne se rendent pas compte, les gens sont en épuisement. Donc, ce n'est pas toujours facile à repérer. Ensuite, sur ce que vous étiez en train de dire, là, j'ai une idée qui m'a traversé l'esprit, je ne sais plus. Je me suis perdu là. Vous m'avez parlé des… C'est sur l'organisation. C'est vrai que le fait de ne pas pouvoir avoir un temps oui. d'échange suffisant, de communiquer, ça demande du temps et pas forcément plus de monde, mais ça nécessite peut-être que du temps qui n'est pas du soin, ça soit délégué à d'autres et qu'on retrouve ce temps-là, puisque l'idée, voilà, on ne va pas trouver la solution pour augmenter nos effectifs et nos RH, mais peut-être qu'effectivement, on peut repenser la manière dont on fait le soin et on organise nos services. Oui, puis il y a aussi une autre problématique qui est arrivée entre-temps, c'est le téléphone portable. Oui. Tout le monde est sur son téléphone portable, qu'il soit dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle, et ne parle plus avec la personne qui est à côté de lui pendant les 5 minutes qu'on a entre deux opérations. Il vérifie sur son téléphone portable qu'on ne lui a pas écrit, envoyé des mails, des SMS. C'est vraiment, les téléphones portables, c'est la plaie. Autant c'est utile en tant qu'outil, autant que ça isole complètement toute la journée. Et en plus, ça nous oblige à travailler encore plus qu'avant, puisqu'on est plus efficace. Donc, pour les gens qui sont très travaillomanes, c'est assez terrible, ces engins-là. Donc, on s'enferme avec des outils administratifs qu'on s'impose, en plus de ceux qu'on nous impose. Ouais, donc je pense effectivement il y a un travail à faire. Alors après, qui va faire ce travail-là au sein des services, au sein des structures, hein, quel va être le rôle de chacun? Parce que je pense effectivement c'est à chacun de trouver une solution. Hein, encore une fois, c'est collectif. Hein, il ne faut surtout pas que ça soit descendant ou ascendant, puisqu'on le dit en permanence. C'est comment dans son travail on peut trouver les leviers, les ressorts pour dire voilà ce qui nous manque. Il nous manque peut-être effectivement de la cohésion de groupe, comment on travaille sur la cohésion. Il nous manque peut-être de la communication, peut-être sur du savoir, de la connaissance, de la compétence. Et ça nécessite de la formation. Et on sait que la formation était un peu mise à mal avec la pandémie Covid, où on a quand même beaucoup de formations qu'on sauté. Et donc, comme vous le disiez, les trous dans la raquette. Et on sait qu'effectivement, quand il y a de la formation, on n'a pas d'agents ou de ressources humaines qui sont disponibles. Donc, tout ça, ça a repensé, bien évidemment. Et au-delà des ressources humaines qu'on n'a pas, ou en tout cas qu'on a peut-être perdu définitivement, et ça c'est ma crainte en tout cas, si on veut avancer, en tout cas c'est notre réflexion en Bourgogne-Franche-Comté, c'est que c'est à nous, en tout cas soignants, institutions, cadres, de repenser la manière dont on veut travailler, peut-être en structurant mieux, peut-être en recréant du lien avec certains services pour lesquels effectivement on a scindé les services et peut-être que ce n'était pas la bonne idée ou la bonne solution. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment un travail de fond dans notre métier pour qu'effectivement on puisse arriver à faire face et peut-être entraîner derrière un peu moins de souffrance au travail. Donc, toute cette notion de qualité de vie au travail qui va entraîner de l'attractivité pour nos établissements, que ce soit public ou privé, pour éviter que les gens quittent leur travail. C'est ce que vous disiez sur la durée de vie d'une infirmière à quelques années. Elle ne fait pas tout son métier comme soignant. Moi, j'avais la notion de 7 à 10 ans, mais c'est peut-être un petit peu plus ou un tout petit peu moins. Mais ça veut dire qu'effectivement, c'est très compliqué. Là, on voit qu'effectivement, l'État veut peut-être rétablir les soignants qui ont quitté leur profession après le Covid, qui ne sont pas fait vacciner, parce qu'il manque beaucoup de soignants. Donc, il faut retrouver de la confiance dans nos systèmes de santé, encore une fois, public et privé, pour qu'effectivement, on puisse attirer à nouveau les soignants sur ce que vous disiez comme un des plus beaux métiers du monde. Alors, on va arriver sur la fin. Je crois que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Peut-être un mot de fin de chacun et chacune. Peut-être Madame Tarnier, si vous voulez dire un mot de fin. Mais j'ai beaucoup apprécié en tout cas votre intervention. Je vous le redirai un petit peu en aparté. Mais si vous voulez dire peut-être le mot de la fin, parce que finalement, on arrive à 19h, ça va très très vite, mais on organisera d'autres webinaires. Si j'avais un mot de fin à dire, c'est de garder en tête que le patient ne fait pas que se plaindre. Heureusement, on a des patients qui prennent le temps de remercier. Et c'est vrai que là, je suppose que ce sont des soignants qui sont de l'autre côté de leur écran, mais potentiellement des futurs patients. Et bien penser effectivement à développer le fait qu'un patient, lorsqu'il est satisfait, il peut aussi prendre le temps de le dire. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien.
Et par rapport à l'organisation au niveau des services, les derniers propos qui ont pu être prononcés, je pense que ce qui est important, c'est que le soignant, au niveau du patient, avec la loi Kouchner, on a voulu leur mettre au cœur de ses droits. Et je pense qu'il faut faire pareil pour les soignants, que lorsqu'il y a des propositions d'amélioration sur les services, je pense qu'il faut que ça émane en premier lieu des soignants, que l'information, elle essaye de remonter plutôt qu'il y ait des propositions et que le soignant soit vraiment acteur de ce qu'il a envie de mettre en place au sein d'un service. C'est en tout cas ce que j'espère qui sera fait un jour de manière généralisée partout. Merci beaucoup, Mme Tarnier, pour ce beau mot de fin. Docteur Henry, c'est un petit mot de fin? Ah oui, donc déjà, la santé, il faut y croire. C'est un beau métier. Il va falloir convaincre les étudiants de revenir, les jeunes de s'y inscrire, etc. Nous, on a monté la plateforme, c'est parce qu'il fallait bien un pompier au départ pour éteindre le feu et récupérer les plus perdus de la Terre qui se sentaient abandonnés. Maintenant, moi, ce que je propose, c'est que chacun se prenne aussi en charge. On ne peut pas porter l'autre comme étant responsable de tout. Et à un moment, on doit s'impliquer. Et je demande à chacun de s'impliquer non seulement à son poste de travail, mais dans l'organisation de son groupe et de ne pas laisser passer des erreurs que dirait moi, je n'aurais pas fait ça. Bah, si tu ne l'aurais pas fait, dis-le. Dis-le, ose prendre la parole, ose dire que ce qu'on est en train de mettre en place ne te plaît pas et construis et co-construis avec tout le monde. Pour ça, il faut qu'il y ait de la confiance entre cadres et non-cadres et il faut la transversalité, c'est ce que tu as dit, hein. Il ne faut aucune verticalité dans un sens ou dans l'autre et il faut accepter maintenant de travailler en transversal. C'est parfois plus compliqué, mais ça marche. Nous, en libéral, on est en train de le faire. L'État nous a demandé de le faire et on le fait. Infirmiers, pharmaciens, médecins, on travaille maintenant tous à égalité dans ce qu'on prend la parole, hein. Donc, je pense que l'hôpital va peut-être pouvoir s'inspirer de ce qui est en train de se passer en ville. Parce que chez nous, bon, je ne dis pas que ce soit la panacée, mais ça marche pas mal. Et il y a des nouvelles façons de travailler qui arrivent chez nous. Donc, le management est en train de changer aussi en ville. Donc, je pense que le management des hôpitaux va changer et surtout, il faut remettre du soignant dans les directions, ce qui a été disparu en 2009 et aussi dans les ARS. Il faut que du monde de terrain soit dans les mondes décisionnaires et non pas à côté ou juste consulter sans tenir compte de leur avis. Voilà aussi un petit peu ce qu'on peut penser des ARS et des directions. Sur la plateforme, vous avez une adresse, parce qu'on m'a posé la question, effectivement, l'adresse de votre plateforme, votre association, pour retrouver les informations que vous avez données. Alors, sur Internet, il suffit de taper association SPS et vous tomberez sur notre association. Le site est remis à jour tous les jours. C'est un site qui fonctionne très, très bien. Le numéro de la plateforme est affiché 0805 23 23 36. Mais nous avons aussi une appli et je vous propose de la télécharger. Comme ça, vous l'avez sur votre téléphone et vous pouvez oublier le numéro de téléphone. Et vous pouvez aussi appeler pour des amis qui ne vont pas bien. Et nous recevons tout type d'appels et nous réglons tout type d'appels. Et nos équipes s'élargissent encore de plus en plus. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Henry. Peut-être Marie-Elisabeth, un dernier mot avant que je conclue. Oui, alors le webinaire auquel vous avez assisté est un webinaire qui a été monté suite à la publication, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, d'une première fiche doc éthique. Toujours sur le sujet de la souffrance des soignants, nous sommes en préparation d'un colloque sur cette thématique, probablement élargie notamment au bien-être au travail, qui devrait avoir lieu, donc organisé par l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté au printemps de l'année prochaine. Vous retrouverez également sur notre site internet, sur toutes ces thématiques de la souffrance des soignants, onglet documentation dans les ressources. Vous trouverez des éléments de lecture, des suggestions de lecture sur cette thématique, et notamment, comme je le répondais à une personne, à l'un d'entre vous dans les questions, la Mayo Clinic, une grande clinique américaine, travaille depuis une quinzaine d'années de manière universitaire sur la question de la souffrance des soignants en institution et a proposé en 2017 9 propositions concrètes pour les organisations pour travailler à améliorer et éviter la souffrance des soignants. Et vous trouvez sur notre site internet une synthèse traduite en français. Et puis, par ailleurs, donc, cette première fiche doc éthique sur la souffrance des soignants n'est que la première, nous espérons peut-être, d'une longue série de fiches doc éthique et de thématiques peu travaillées en éthique. Et la prochaine à venir tombera en deuxième quinzaine de juin sur la contraception masculine. Et nous vous invitons à vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet. Vous allez sur notre site internet tout en haut à droite, vous avez marqué news. Vous
pouvez vous inscrire à notre newsletter trimestriel et vous serez tenu au courant de sa prochaine sortie. Merci beaucoup, Marie-Elisabeth. Je vais vous remercier, Dr Henry, Madame Tarnier. Puis comme mot de la fin, effectivement, comme c'était dit ces dernières années, les patients au cœur des soins, moi je voudrais y mettre, comme ça a été un petit peu dit là ce soir, les soignants au cœur des soins, parce que les patients, on en aura. Malheureusement, si on n'a plus de soignants, on ne sera pas, y compris nous, bien évidemment, pris en soin correctement s'il nous arrivait quoi que ce soit. Un grand merci à tous et à toutes. Merci à Mireille qui m'a fait quelques messages pour que je puisse donner les questions qu'il a préparées avec vous. Merci à Cécile, merci à l'organisation. Puis on se retrouvera au cours d'autres débats parce qu'on a apporté beaucoup d'éléments. Puis après, je pense qu'on pourra développer ces éléments pour ensuite peut-être effectivement faire d'autres webinaires pour aller peut-être un petit peu plus au cœur de ce qu'il faut éventuellement mettre en place pour limiter, voire réduire cette souffrance des soignants. Merci beaucoup à vous tous et puis j'espère à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.